Ça fait 5 ans que j'ai rejoint les équipes de Puma. Je m'occupe du marketing et de la communication en France, donc sur le run et l'Aerox. Les événements qu'on peut faire, toutes les activations sur l'Aerox, tout ça c'est ma responsabilité. On veut que Puma soit la marque de l'Aerox. C'est simple. Du coup, leur contrat implique qu'il y a un certain nombre d'apparitions par an. Donc là, en fait, c'est important d'impliquer les athlètes. Alan, les PGZ, Geoffrey. Franchement, tu veux mitiger tes risques sur une course pour ta perf, maximiser ta perf. Factuellement, prends du Puma quoi. Il y avait un test de broad jump à faire, celle du lab. Elle dit que c'est qui a le plus long broad jump qu'elle ait vu. Salut les athlètes hybrides, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui parce qu'il y a un grand épisode qui arrive. Pourquoi c'est un grand épisode ? La première chose, déjà c'est un athlète que je connais et avec même qui je vais aller faire une course dans un mois à Bordeaux, donc en fin 2025. On enregistre juste avant Aerox Paris. Ça vient de commencer Aerox Paris. On est le mercredi matin, aujourd'hui exactement. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est quelqu'un avec qui j'ai eu l'occasion de travailler plusieurs fois. Et on commence à bien se connaître. Donc aujourd'hui, il y aura une certaine complicité. On espère que ça va vraiment vous plaire. Et enfin, la troisième raison, c'est tout simplement, c'est une marque que vous voyez forcément sur Aerox à chaque fois, puisque c'est la marque partenaire titre d'Aerox, Puma. Et on est avec Clément, du coup, brand manager de Puma France, responsable de fitness, running et Aerox du coup. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous. Merci Bart de me recevoir. Alors honnêtement déjà je suis super honoré d'être là et ensuite d'être présenté en tant qu'athlète. Je pense que je vais passer une bonne journée là. Yes. Carrément, on va commencer un peu avec tes temps. Je précise que cet épisode n'est pas sponsorisé, que je le fais parce que le business, ça m'intéresse. On va essayer de comprendre un peu le monde du sponsoring, comprendre la stratégie avec les athlètes, la différence entre l'Aerox Monde, l'Aerox France, comprendre aussi la vision, tu vois, un peu ta vision à toi de comment Aerox va évoluer, comment Puma va évoluer, comment les athlètes vont se professionnaliser, parce que tu participes énormément à la performance, en tout cas de plus en plus, on le voit. Donc ça va être des sujets passionnants, mais avant ça, quand même, tout le monde passe sur le grill. C'est quoi tes temps sur Aerox ? Alors récemment, je prends juste les dernières courses, j'en ai fait déjà plusieurs et je pense qu'on progresse un peu à chaque fois comme tout le monde. Ma dernière course en date, c'était l'Aerox de Berlin en solo open. J'ai fait 1,5 quelque chose. Je me rappelle plus des secondes. Chapeau. Merci. Et j'étais là. Oui, c'est vrai qu'on s'est vu, on a eu l'occasion de déjeuner ensemble. Après l'Aerox, tu m'as encouragé sur les wall balls où c'était un peu difficile. Et du coup, merci aussi pour ça. Avant ça, j'ai fait l'Aerox Paris Grand Palais en double pro avec mon pote Ben. Et on a fait 58-28 où on est... là, du coup, je sais les secondes, elles sont plus importantes. Du coup, on était très, très contents de ce temps-là. Et puis, on recommence au Ranky demain, jeudi soir, à Paris avec Ben. Puis, on va essayer d'aller chercher notre temps. Après, on est aussi conscient que c'est le début de saison, donc on verra par la suite. Ouais. Ok. Voilà. L'objectif, c'est une qualif pour les championnats du monde ? Ce serait bien, mais c'est difficile de tout concilier. Je pense que le niveau est de plus en plus haut en Aerox. Je pense que ça va très vite. J'aimerais bien prétendre au fait qu'on ait ce niveau-là, mais après, ça reste difficile. Et puis concilier ça avec le job que j'ai à côté, c'est dur. Ouais. C'est un peu pareil pour Ben. Lui, il est ingénieur agronome, il fait d'autres choses à côté. Il a son projet Scan Nuts et Nuts with Rust à côté. Du coup, on est tous occupés. Ouais, c'est dur, quoi. Mais on va essayer. Bon, écoute, ça serait une belle récompense. Voilà, on va donner notre maximum et puis on y verra. Ouais. On verra ce que ça donne. Ouais. Bon, en tout cas, c'est des jolis temps. Donc, on sait de quoi tu parles. T'as fait combien de courses en tout ? Double, mix, pro, solo, tout compris ? 12,25. Est-ce que le 0,25 c'est un relais ? Ouais, c'est ça. Parce que je trouve que c'est malhonnête de considérer le relais comme une seule course. Mais en même temps, tu l'as fait. Ouais. Donc, écoute, 12 courses en double ou en solo, plus un relais. Ok. Voilà. Et donc, tu as fait mieux en double pro avec Ben qu'avec Alan ? On a fait purement temps, on a fait moins bien. Ok. J'avais fait 57, 11, 35, je sais plus par là. Mais c'était en open. Avec Alan en open. Okay. Du coup, double pro avec Ben en 58-28, c'est mieux. Ouais. Ça commence à faire du très sérieux, 58-28. Ouais, là, je suis très très content de cette perf en double pro. Et après, même en fait, oui, j'ai eu l'occasion de courir avec Alan en double open. Aucun de nous deux était frais, surtout pas moi. Oui, c'est une belle perf en vrai, 57 quelque chose. Mais en toute honnêteté, je suis beaucoup plus fier de un mois après de faire juste sous 59 avec Roméo.
qui travaille pour SPK, qui travaille beaucoup pour moi chez Puma. Du coup, tous les deux en double open, faire sub 59 à Marseille en fin 2023. 2024. Fin 2024, ouais, autant pour moi. Fin 2024, je suis beaucoup plus fier de cette perf-là, la perf avec Alan, puisque du coup, je suis plus acteur de la perf pour comparer les double open. Mais c'est vrai que je pense que ma meilleure prestation jusqu'à présent, c'est avec Ben en 58-30, grosso modo, en double pro, c'est bien. Ouais. Écoute, j'ai une petite question avant de t'amener sur le grill. Oui. Ça m'intéresse personnellement parce que là, dimanche, j'ai une course. Ouais. Samedi, j'ai une course avec Thomas Ostré, que je t'ai présenté, qui est une machine de guerre absolue. Du triathlon. Alors, pour les gens qui le connaissent pas, c'est Tom Triathlète sur les réseaux. Il vient du triathlon, il a fait l'Enduroman, il a fait un projet de malade où il partit du Mont Blanc. Il est arrivé jusqu'à Marseille en triathlon. Il a fait quelques entraînements d'Aerox. Première Aerox en solo open. Il fait une 59. Il fait 59 minutes, je crois. Solide, donc très costaud. Je suis nettement moins bon que lui. À quel point ça aide d'avoir un partenaire qui survole le niveau? Toi qui l'as fait avec Alan, par exemple. Bon, après, les stratégies sont toujours les mêmes. Je devine que Tom Triathlète, Thomas va prendre le début et les fins de chaque station pour toi. Du coup, toi, ça t'aide énormément en fait, parce que c'est ok d'arriver en fait oxy sur les stations, de finir en fait ton run à fond parce que tu sais que tu as un peu de temps pour te reposer. Et du coup, il faut que tu relances fort, mais tu peux le faire parce que du coup, tu t'es reposé avant. Je pense que ça fait une vraie différence, Okay. Une vraie différence. Mais du coup, tu courais derrière Alan tout le temps, tu t'accroches tout le temps. En fait, l'idée avec Alan, c'était que c'est moi qui mettais le pace en run et il prenait beaucoup plus sur les stations. Il prenait beaucoup plus sur les stations. Ok. Du coup, ça a bien aidé. Par exemple, il fait 90 wall ball unbroken, il me laisse les 10 dernières. Quoi. C'est histoire de dire que tu les as fait. Ouais. Et j'ai fait la première no rep, parce que du coup, la veille, j'avais fait un solo pro et je m'étais entraîné beaucoup en pro. Charge lourde sur les wall balls. Et du coup, première wall ball à 6 kg, je la lance trop. J'avais 10 reps à faire, j'ai dû en faire 11. 10% de plus, ça joue dans la perf. Bon, bah voilà, pour les petites anecdotes, on fera des petites anecdotes de courses et d'événements tout au long de cet épisode. Je te propose pour lancer, t'es déjà passé sur des podcasts, t'as déjà expliqué ton job. Il y a sûrement des gens qui les ont peut-être pas écoutés. Mais je te propose d'aller quand même assez vite. Depuis combien de temps tu bosses chez Puma et c'est quoi exactement ton job chez Puma? Du coup, ça fait 5 ans que j'ai rejoint les équipes de Puma. Je m'occupe du marketing et de la communication pour Puma en France sur les sports du running et du training fitness. Maintenant, le training fitness, c'est l'Aerox. Donc, sur le run et l'Aerox. Exclusivement Aerox? Exclusivement Aerox, En fait, le focus sur training fitness, en fait, on arrête tout et on se concentre à 100% sur l'Aerox. Tout ce qu'on fait à côté, c'est pas être focus. Donc, par exemple, tu le sais, on a beaucoup poussé dans le CrossFit dans le passé, sur les 3 dernières années. On a beaucoup poussé là-dedans, ça a bien marché, ça a donné de bons résultats. Mais Aerox marche infiniment mieux. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait en CrossFit à côté, même si ça nous aide en soi, même si c'est cool, même si ça nous apporte une belle image de marque, même si on avait de beaux athlètes, on avait Claudia 2 fois aux Games, 1 fois avec nous, je sais plus, trop bien. Là, on a encore Lucas Eusé, mais Lucas aussi, ça va être bientôt terminé. Même si ce sont des beaux athlètes, en fait, on peut pas. Il faut qu'on se focus sur l'Aerox parce que le momentum, c'est maintenant. Dans 3 ans, ce sera peut-être trop tard. Voilà. Et donc, du coup, en fait, focus. Voilà. Pour revenir sur le sujet, donc mon titre officiel, c'est Brand Manager, donc responsable de marque. J'interviens essentiellement sur le marketing et la com, mais grosso modo, en fait, toutes les campagnes de marketing et de com qu'il y a en France sur les réseaux, les athlètes qu'on a, donc Alan, les PGZ, Geoffrey, Mustapha Salmi en run, les campagnes dans les magasins, chez Decathlon, chez Intersport, chez Iron, dans les magasins SP, chez Running Conseil, etc. Les événements qu'on peut faire, toutes les activations sur l'Aerox, tout ça, c'est ma responsabilité. Donc, du coup, c'est mon job de faire en sorte que ce soit bien. Voilà, en résumé. Et puis, en fait, je travaille l'image de marque de Puma sur ces sports-là en France.
Ce qui est assez dingue, c'est que toi, tu avais le fitness et le run depuis très longtemps. Ouais. Depuis le début, en fait. Ouais, depuis le début, ouais. Et alors, je sais pas ce qu'il en était d'Aerox et de Puma à l'époque, et je te poserai la question. Ouais, bien sûr. Mais en tout cas, là où pour tous les autres sports, soit qui étaient spécialisés run, ils étaient un peu en PLS quand ils ont eu un mélange de run et de fitness. Ouais. Les marques spécialisées fitness, ils étaient en PLS parce qu'ils comprenaient rien au run. Et que vous étiez les seuls à avoir misé sur fitness et run. Ouais. En tout cas, en France, je sais pas comment c'est organisé les autres pays. Ouais. Mais où, là, du coup, tu fais une vraie différence à avoir les deux expertises et la même personne qui travaille sur les deux sujets. Ouais, après, si tu veux, la chance que j'ai par rapport au job que j'ai, c'est qu'en fait, j'ai un historique où je faisais beaucoup de courses d'endurance. J'ai fait plusieurs marathons. J'étais plutôt endurance longue. J'ai fait un demi-Ironman à 73. Et puis je me suis lassé en fait des sports d'endurance et je suis passé, je faisais toujours de la muscu à côté, mais je suis passé beaucoup plus muscu, puis CrossFit. Et donc en fait c'est assez drôle parce que finalement l'Aerox ça cumule mes deux passifs sportifs et mes deux uniques centres d'intérêt en fait dans le sport. En fait, à part le run, le CrossFit et l'Aerox, je regarde rien. Je regarde pas la Coupe du Monde, je regarde pas de foot, j'entends, je regarde pas le basket, je m'en fous. Mais du coup je suis vraiment concentré là-dessus effectivement et l'Aerox c'est un peu un mélange de fitness et de run et puis c'est très bien ces deux disciplines en fait qui sont complémentaires et que globalement beaucoup de gens font hein, d'où le succès aussi d'Aerox hein. Faut pas se leurrer, ils sont quand même arrivés dans ils ont je pense comblé un trou qu'il y avait dans le marché où, du coup les gens qui courent un peu, qui font un peu de cardio et qui vont à la salle, ben comment est-ce que ils se challenge, comment est-ce que, c'est quoi leur compète, ils s'entraînent pourquoi, parce que finalement on sait tous que l'entraînement il est meilleur quand tu as une échéance et tu trouvais pas ça à CrossFit, c'est dur hein, il y a beaucoup de skills, si tu es mauvais en gym et mauvais en haltéro, même juste l'un des deux en fait tu peux pas faire de compète. Bon après si les spécialistes de CrossFit me diront oui tu peux scaler etc. Bon, très bien mais mais en scale il y a tous les très bons qui n'ont pas pu s'inscrire dans les catégories tu vois. C'est ça donc finalement je sais donc pas tu te retrouves t'as des machines de guerre ils se retrouvent ils sont 15e en scale alors que voilà. Donc je sais pas si l'expérience en fait est intéressante. Donc chez Puma en fait moi ça fait 5 ans, je suis arrivé fin 2020. Aerox existe depuis 2017. Donc toi t'en entends direct parler en fait. J'en ai entendu parler très vite moi. Très vite parce que c'était déjà dans les autres pays. C'était déjà en Allemagne évidemment. Il y avait déjà un partenariat officiel depuis la première course. Depuis la première Aerox c'est vraiment lancé avec Puma en Allemagne. Depuis la première course c'était déjà sponsor Puma. Après sponsor Puma à cette époque-là c'était on vous donne des t-shirts pour les participants quoi. Et encore peut-être même pas les participants, peut-être juste le staff. À l'époque c'était bon, amusez-vous les gamins et on verra bien si ça marche quoi. Après en tant que marque on décide souvent de mettre un peu des billes à gauche à droite, de voir comment que ça prend etc. Et donc voilà le coût en fait de donner 100 t-shirts il est pas très pour créer une relation c'est pour créer une relation c'est bien. Donc ça a commencé pays par pays, donc c'était Aerox c'était arrivé bien avant la France, en Allemagne évidemment, mais aussi au UK en Espagne et en fait on avait des partenariats locaux pays par pays. C'était Aerox Allemagne avec Puma Allemagne, Aerox UK avec Puma UK, Aerox Espagne avec Puma Espagne. Et je voyais ça, je suivais ça un peu de loin. T'en avais pas encore fait? Non, j'en avais pas encore fait. Et puis même, j'avais des collègues qui poussaient en fait au niveau européen, au niveau global, pour que ce soit en fait vraiment une initiative globale chez Puma. Mais après, moi je leur disais que si c'est pas dans mon marché, en fait, ça m'intéresse pas de mettre du budget là-dessus ou de mettre de l'énergie là-dessus, parce que bon, je reste responsable de la France. Donc en fait, tu étais dépendant du fait qu'il n'y avait pas encore de course. Donc tu voyais tous tes collègues dans les autres pays se développer avec les lancements des courses, mais toi tu pouvais rien faire. Non, et du coup là je demande les contacts chez Aerox. J'ai un call avec celui-là qui était account manager chez Aerox à l'époque, qui n'est plus, maintenant il a changé de fonction, mais il est encore chez Aerox. Donc j'ai un call avec lui et je lui dis écoute, c'était en mars 23 ou avril 23, je lui dis écoute, moi je suis intéressé, je suis vraiment chaud, mais il faut que ça vienne en France. Donc quand ça vient, tu me préviens, tu m'appelles et puis on fait un truc. Et il m'a appelé en août 23, il a dit écoute, on arrive à Paris novembre 23, est-ce qu'on passe un deal? Oui, on passe un deal. Et du coup, on a passé un deal Aerox
France, le nouveau Aerox France avec Puma France. Et on a passé un deal pour quasi un an, jusqu'à la fin de la saison, donc jusqu'à fin mai, où du coup le deal c'était que toutes les courses en France soient du coup sponsor Puma, comme ça peut l'être dans d'autres pays. Ok. Donc c'était jusqu'à mai 24, et à partir de juin 24, on a eu un partenariat global pour 3 ans. Donc global, c'est toutes les courses dans le monde entier sont sponsor Puma, toutes les courses Aerox. Ok. Donc qui devait durer 3 ans jusqu'à 2027. Et là, on vient de réannoncer, parce qu'on a déjà refait la négo, on a déjà re-signé, qu'on prolonge jusqu'à 2030. Donc là, on est encore sponsor officiel dans le monde entier. Jusqu'à 2030, ça nous laisse encore 5 ans. Alors que si tu prends l'échelle de la France, on a commencé en vrai depuis 2 ans. Et puis c'est toujours intéressant de regarder en arrière, parce que je me dis tout ce qu'on a pu accomplir en 2 ans, ou tout ce qu'on a pu faire, tu vois un peu la notoriété qu'on a pu développer de Puma sur ce sport, en fait la place qu'on a réussi à y prendre sur ce sport en 2 ans. Donc oui, il y a eu de la place parce qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrents, parce que peut-être que les gens ils y croyaient moins, mais c'est pas grave, on a pris la place en 2 ans, et il me reste 5 ans pour encore prendre plus de place. Je me dis attends, on a fait tout ça en 2 ans, dans 5 ans on explose tout quoi. Mais c'est l'objectif, enfin tu vois. Donc ouais, on a fait tellement, mais on a encore tellement de temps quoi. On a encore au moins 5 ans, et après on sait pas, ça se trouve ça va peut-être prolonger encore, et je le souhaite, mais du coup pendant 5 ans on peut encore faire de grandes choses, tu vois. Ouais. Vu que c'est un partenariat monde, t'as encore de la liberté toi au niveau local? Ouais. Parce qu'en fait le deal il est global, donc ça du coup j'influe plus sur le deal, comme ça a été le cas la première année où il y avait où c'était en France, donc ça ok, très bien. Donc t'as pas la main sur le budget qui est alloué Puma France ou... Alors là, si, complètement. Parce que du coup, en fait, moi, je gère le budget Puma France pour le running et training fitness qui est de l'Aerox. Et donc, du coup, moi, je peux décider, en fait, de comment je vais allouer le budget. À toi, ok. À moi, sur le territoire français. Et puis, du coup, est-ce que je reste 50-50 running Aerox? Est-ce que je monte 70 running, 30 Aerox? Ou l'inverse? Donc, j'ai déjà ces libertés-là. Après, les libertés, c'est est-ce que on met 90% du budget sur Grand Palais, ou est-ce qu'on met... on met, il y a 6 dates en France, donc 6, ça fait quoi, je sais pas, grosso modo 20% chacun ou 15% chacun, 17% du coup, 17% par date. Bien, tu te dis, bah non, je veux une grosse date en printemps-été, une grosse date en automne-hiver. Donc tout ça, on a cette liberté de choix. Après, ce qui est intéressant, en fait, comme on a un partenariat global, c'est qu'il y a aussi des budgets européens et des budgets globaux. Et donc, c'est aussi à moi, en fait, de pitcher en interne en disant... Là, on a le plus bel Aerox du monde, le Grand Palais. Donc, tu vas chercher du budget supplémentaire. Donc, les gars, c'est une vitrine super. Moi, j'ai prévu ça. Filez-moi beaucoup d'argent, et puis comme ça, je le fais encore plus gros. Enfin, en soi, c'est ça. Et donc, du coup, c'est aussi pitcher en interne. Et ils nous demandent aussi nos avis dans les pays. De se dire, OK, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qu'il y a bien à faire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas bien à faire? Etc. On voudrait organiser ensemble avec Aerox ce qu'on appelle un événement signature. Donc on nous demande aussi des idées, etc. Enfin, y a des choses à faire sur les événements signatures. Et puis, du coup, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'il y a un lieu super dans votre pays sur lequel on pourrait le faire? Oui, mais c'est pas que le lieu. Hein, tu peux aussi faire des choses un peu différenciantes ou différentes, etc. Et donc, j'influe aussi là-dessus. J'influe sur les athlètes. Avec mes budgets France, en fait. On a des guidelines du global sur le type d'athlète à signer, sur le niveau en fait, des athlètes attendus, etc. Et donc là, c'est soit tu suis les guidelines, soit tu les suis pas. Ouais, ok. Après, ça dépend... de ton niveau de... Ouais, et je pense aussi que en fait, c'est important d'avoir la touche locale. Parce que si les guidelines sont signer des athlètes Elite 15. Ou potentiel Elite 15. Ok, donc du coup en France, il n'y en a pas beaucoup. Et est-ce que en fait quelqu'un qui est en Elite 15 est forcément le plus pertinent pour ton marché? Pas forcément vrai. Ça dépend. Ça dépend. Parce que tu peux avoir des gens qui ont un super niveau et qui sont peut-être moins visibles, peut-être que ça fit moins avec la marque, peut-être que la personne est déjà prise par un autre sponsor. Enfin, il y a ce genre de paramètres que tu dois prendre en compte quand tu fais ta sélection, tu vois. Ok. Ouais, donc tu as juste quand même pas mal de trucs au global par rapport à ce qui est dit. Merci, c'est hyper intéressant. Est-ce que il y a quoi dans ces types de partenariats-là? Il y a du cash, probablement, que Puma met sur la table pour l'événement.
Mais c'est en l'échange de quoi? Il y a de la visibilité, des bannières, on les voit tous. Ouais. Probablement des vidéos sur les réseaux sociaux. Ouais. Mais il y a quoi un peu que tu peux révéler? Il y a quoi dans les grandes clauses de ces contrats généralement? Oui, donc comme c'est un contrat passé, on va peut-être parler du contrat France-France. Du coup, là, c'est intéressant où dans les éléments, outre l'aspect financier évidemment, dans les détails, il y avait par exemple que nous, on avait l'exclusivité des bannières sur une station. Et la station qu'on avait sélectionnée, c'est Sled Push. Ok. Donc du coup, en fait, par exemple, sur toutes les dates, la première Paris, la première Bordeaux, le Sled Push était entièrement en Puma. Donc c'était partie du deal, tu vois. C'est un exemple. Maintenant, en fait, dans le deal, ce qui tient en compte, c'est qu'il y a Puma qui reverse une redevance à Aerox pour tous les produits vendus. Parce que, du coup, il y a aussi le nom Aerox dessus. Nous, on les produit. Donc, dans le deal, c'est à combien est-ce qu'ils l'achètent. En fait, de discount, ils les achètent par rapport à notre client ou par rapport au prix public qu'on va vendre. Nous, de notre côté, il faut que ça puisse générer du business avec nos clients. Et jusqu'à présent, le meilleur moyen qu'on avait trouvé pour générer du business, c'était de s'occuper du pré-enregistrement, de faire chez un client. Donc, par exemple, là, il va y avoir l'Intersport Aerox de Bordeaux. On fait le pré-enregistrement chez notre client Intersport. Comme dans le passé, on a fait chez Intersport à Toulouse, on a fait un pré-enregistrement là-bas. Nous, on s'occupe de gérer le pré-enregistrement et dans le contrat, il y a un certain nombre de pré-enregistrements qu'on peut faire en fait chez les clients. Et vous capturez au niveau marketing le lead du coup? Ouais, en fait, du coup, on capture le lead. Il y a de la RGPD et tout, mais... Oui, voilà. En fait, on communique avec Aerox pour dire voilà, que le pré-enregistrement se passera à Intersport Sainte-Catherine à Bordeaux. Et donc, l'idée, en fait, c'est de ramener du trafic en magasin. Et tu fais du trade marketing Trade marketing, et puis tu fais ça bien, et après, du coup, derrière, tu génères des ventes. Ok. C'est pertinent de le faire avec Intersport? Désolé, je te mets une petite savonnette, mais tu vois, la marque, elle est... Ouais, je comprends bien, ouais. La marque, elle est pas française, tu vois, on a GoSport, on a Decathlon. C'est une marque allemande, il me semble, en plus, Intersport. C'est suisse. C'est suisse? PSG en Suisse, tu vois, non, mais du coup, tu poses... Là où Puma, tu vois, ils ont une super belle Noto maintenant, je trouve. La Noto, je trouve qu'elle a explosé depuis Aerox en termes d'image et de perception client. Autant Intersport, bon, ils ont une Noto, je pense, qui est moyenne, tu vois, moyenne presque basse, avec tout le respect que je leur dois. Et j'aimerais bien bosser avec eux. Mais il n'y a pas un risque, justement, tu vois, à s'engager avec ce type de partenaire? Ouais. Alors déjà, en fait, d'un point de vue réaliste, Intersport, c'est notre premier client chez Puma. Ok. Donc, déjà, d'un point de vue business, en fait, ça fait de sens d'avoir son premier client. Après, j'ai fait d'autres marques de sport. C'est le premier client de tout le monde. Hein. Ok. Ils sont très très bons. Maintenant que Decathlon vend plus que ses produits, entre guillemets. Ouais, bien sûr. Tu as parlé de GoSport, ils ont absorbé GoSport. En fait, l'Intersport Bordeaux-Sainte-Catherine, en fait, c'est un ex-GoSport. Donc maintenant, ça a le label Intersport. Intersport est partenaire titre de l'Aerox Bordeaux. Donc après, ça fait aussi du sens de ce point de vue-là. Et en fait, il y a une contrainte quand même. Oui, pour l'image de marque, ce serait peut-être intéressant d'aller le faire dans un magasin spécialisé de running, par exemple. Parce que des magasins spécialisés de training fitness, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Mais des magasins de running, on en connaît plein. Des magasins spécialisés, il y en a plein. Quoi. Il y a le réseau Running Conseil, il y a le réseau d'Iron, etc. Donc effectivement, tu pourrais te dire, vas-y, on le fait avec eux. Mais tu as quand même une grosse contrainte, c'est la place. Parce que si tu fais venir du trafic, à Toulouse, on a fait venir 1700 personnes. Sur le pré-enregistrement entre 13h et 19h. Non, ok. Donc 1700 personnes, comment tu... Sur 6 heures. Ouais. Et comment en fait tu absorbes la charge si tu as un magasin qui fait 50 mètres carrés, quoi. Enfin, c'est compliqué. Donc, ok, Toulouse en février, bon, il a fait beau, donc ok, les gens peuvent patienter dehors. Il y avait une demi-heure de queue dehors devant l'Intersport, alors que c'est un Intersport, c'est grand. Tu fais un pré-enregistrement fin novembre à Bordeaux chez un magasin SP, tu t'attends à voir 700 personnes, admettons. Ouais. Tu les fais attendre dehors. Pour l'expérience, c'est bof, tu vois. Donc, de l'autre côté, tu as besoin de grands magasins. Parce que dans un Intersport, là, on va mettre entre 10 et 12 comptoirs. On va avoir des gens en fait, qui vont enregistrer les gens d'Aerox en même temps. Donc, 10-12 comptoirs, il faut les mettre. Oui, ok, c'est qu'un comptoir, ça va prendre 2 mètres carrés par comptoir. Mais donc, 2 mètres carrés x 10, ça te fait déjà 20 mètres carrés. Si tu as un magasin qui prend, on reprend l'exemple de 50 mètres carrés, du coup, tu as déjà pris 2,5 fois. 2 sur 5, donc du coup, 40% de la surface du magasin. C'est dur, hein. Ouais, pour le gars, c'est impossible. Donc du coup, en fait, on a déjà eu des discussions avec Iron, par exemple. Ils n'ont pas la capacité en fait d'absorber la charge. Toi, tu connais, j'imagine, les magasins Iron qu'il y a dans Paris. Tu veux faire un pré-enregistrement là,
C'est pas possible. Mais non, et c'est pas possible. Et même, tu peux pas aller faire attendre dans la rue parce que t'as tout de suite une autre rue qui est en perpendiculaire. Enfin, c'est compliqué, quoi. Donc, t'as cet aspect-là. Donc, effectivement, après, la marque Intersport est pas la meilleure, mais ça leur permet, eux, en fait, de s'associer en s'associant à l'Aerox, de monter leur image de marque. Ouais. C'est pas une image de marque très bien. Après, ça reste des cash machines et il y a beaucoup de gens qui vont dans des magasins Intersport pour acheter des produits. Donc. Bien sûr, bien sûr. Et ça fonctionne, ouais. Okay. Ouais, et puis ça fonctionne. Donc, c'est pas la plus belle marque, mais en termes de chiffres, ils sont là. Donc je pense qu'ils sont très efficaces, tu vois. Ouais. T'appelles Intersport, tu vois, ton nom, ton nom, il veut tout dire. Et c'est pareil avec Decathlon, hein, finalement. Tu peux le faire dans un Decathlon aussi. Ouais. Okay, après, Decathlon, il a peut-être un peu, je pense, objectivement, une meilleure image. Maintenant, mais ça leur a coûté des millions et des millions, voire plus. De faire un peu des meilleurs produits. Et puis maintenant qu'ils ont des bons produits, en marque propre, je pense que l'image va avec, hein, tu vois. Ouais. Toujours dépendant de tes produits. Donc écoute, après, Intersport, ils ont quand même quelques flagships dans Paris, par exemple, ou ailleurs en France, qui sont des anciens GoSport, qui sont plutôt quali. Intersport des Républiques, qui était GoSport République, ou GoSport ex-GoSport des Halles, maintenant Intersport des Halles. Ça reste quand même des beaux magasins, c'est bien. Et tu vois, à l'étranger, on l'a fait chez Sports Direct au Royaume-Uni. Donc en fait, eux, ils ont le double avantage, c'est que c'est des grands magasins qui sont en centre-ville. Parce que quand tu réfléchis, il n'y a pas beaucoup de grands magasins en centre-ville. On a parfois des demandes d'Intersport pour des préenregistrements de l'Aerox, mais c'est en périphérie de ville. Et donc on se dit, attends, si moi je vais à Nice pour faire mon Aerox, j'ai pas envie de sortir de Nice pour faire mon préenregistrement, tu vois. Parce que je suis pas de Nice. Ouais. Donc après, voilà, tu as ça, aussi la localisation. À Bordeaux, Intersport Sainte-Catherine est sur la rue Sainte-Catherine. Donc, d'après les Bordelais, la rue piétonne la plus longue d'Europe. Il y a toujours le plus long de machin, quelque chose partout. C'est réfléchi en tout cas. Ouais, c'est réfléchi. On l'a fait en fait dans le Puma Store à Berlin, qui est un plus grand store que le Puma rue Sébastopol qu'on a à Strasbourg. Ouais. Beaucoup plus grand, hein, il doit faire 2 fois la taille. Il y avait du monde et il n'y avait pas beaucoup de place. Et donc là, en fait, mes homologues en Allemagne, la manière dont ils ont géré ça, c'est qu'ils ont fait une file d'attente virtuelle. Du coup, tu t'enregistres avec un QR code et puis comme ça. Donc tu peux potentiellement penser à ça dans les petits magasins, mais il ne faut pas non plus faire attendre les gens une demi-heure. Ouais. Ok. Merci pour ces précisions. C'est quoi la strat de Aerox à l'échelle du monde, tu vois? Enfin, la strat de Puma sur Aerox à l'échelle du monde. Tu vois, si devait y avoir une guideline, tu as dit tout à l'heure, c'est avoir tous les athlètes de l'élite 15 ou quoi. S'il y a une guideline, c'est quoi particulièrement? Du coup, la guideline, elle est assez simple en fait. On veut que Puma soit la marque de l'Aerox. Point. Ça veut dire que c'est simple. Non, mais c'est simple. Et il faut qu'il y ait un maximum de gens qui, quand ils vont courir l'Aerox, achètent une tenue et des chaussures Puma. Et donc après, il faut utiliser tous les leviers possibles pour que ça se fasse. Et puis au moins, ton objectif, il est assez clair. Et ton KPI, il est facile à mesurer, quoi. Tu te mets à la fin de la ligne d'arrivée. C'est ce qu'on a fait à Grand Palais. Fin de la ligne d'arrivée, tu comptes. Tu veux partager des chiffres ou des ordres de grandeur, tu vois? Bien sûr, et du coup j'en suis très fier de ces chiffres. Du coup à Grand Palais, on a pris des volontaires via Aerox qui ont compté pendant 3 jours sur les 12 000 athlètes et combien est-ce qu'en fait on termine en Puma. Donc après... c'était ça l'histoire de la médaille du coup. Alors attends, ça c'est la médaille, j'y viens. La médaille permettait de compter en fait. Tu achètes 10 000 médailles, t'en écoules 9 000, tu te dis ok, c'est bon. Effectivement, il y avait ça aussi. Donc du coup déjà sur tous les athlètes cumulés sur les 12 000 personnes, il y en a à peu près 3 000 qui ont terminé en Puma. Donc du coup ça donne... En chaussures. Chaussures, là on a compté chaussures. Hein. Uniquement les chaussures. En fait on peut pas tout compter. Tu vois. Ouais, tu peux pas les chaussures ou merch, chaussures et merch. Et du coup ça reste des volontaires quand même qui comptent. Donc on est aussi compréhensif par rapport à ça. Donc on s'est dit ok, on va compter les chaussures parce que c'est les chaussures qui comptent. Parce que finalement le textile c'est bien pour être beau, mais le lien avec la perf est moins évident. Ou tu tends vers l'inexistant. Alors qu'une chaussure, en fait, une bonne chaussure te fait faire une meilleure perf sur l'Aerox, ça c'est certain. Donc du coup, on a plus d'implication sur ton résultat en termes de course sur une chaussure, donc on se focus d'abord sur la chaussure. Donc chaussures, environ 3 000 sur 12 000 qui ont fait en Puma, donc ça nous fait une part de pied de 25%.
Pour faire en fait une parallèle avec la course à pied, ASICS est archi leader en France avec à peu près 30% de part de marché. Mais archi leader. Et tout le monde associe ASICS au running. Grâce au marathon de Paris notamment. Grâce à ce genre de choses et parce que leurs produits sont excellents. Il a fait des athlètes. Ouais, fait des athlètes, ça dit maintenant. Ouais, ça a changé, mais pendant longtemps ils l'ont eu. Quoi. Oui, c'est vrai. Donc du coup, il y a ça. 25%, c'est énorme, c'est super. Hein. Franchement, on n'a pas ces parts de marché en running. Running tout court sur route. Et donc, c'est marrant, j'aurais dit que c'était plus quand même, tu vois. Mais... Ouais, bah peut-être qu'en fait, du coup, on en voit plus, mais j'y viens. Et effectivement, ce qu'on avait fait pour Grand Palais, on avait eu l'idée de donner des médailles à ceux qui faisaient un sub 65 en double ou un sub 70 en solo, quelle que soit la catégorie, hommes-femmes confondus. Donc effectivement, c'est améliorable parce qu'il y a beaucoup de catégories, c'est pas toujours la même difficulté. Un double homme, c'est pas pareil qu'un double homme pro. Très bien. Mais après, en fait, on voulait aussi simplifier le message et on a déjà fait 2 médailles différentes, une avec sub 65, une avec sub 70. Donc, écoute, bon, c'est pas parfait, mais c'est déjà bien. Ouais. Et en fait, l'idée, c'est que tu faisais ces chronos-là en portant des chaussures Puma. Et si c'était le cas, on te donnait une médaille. Vous avez donné combien de médailles à peu près ? Du coup, sur les, il y a 10% des 12 000 athlètes, donc à peu près 1200, qui ont réussi ces temps-là. Et on a donné 600 médailles. Ok. Donc en fait, t'as une part sur les gens qui courent vite, t'as une part de Puma qui est encore plus élevée, ouais, quoi. De 50% sur les gens qui courent le plus vite. Donc sur les 10% les meilleurs, il y en a 1 sur 2 qui portent du Puma. Donc en fait, cette stat te dit, ben écoute... la stat performance marche bien, quoi. Voilà, la stat toi, ça, en plus, ça a toujours été un peu ta stratégie, non ? Toujours été la stratégie, et puis on a des athlètes pour ça, on a une communication autour de ça, et donc en fait, finalement, la strat, elle marche. Ouais. Ça fonctionne, puisque du coup, Grand Palais, on est déjà un an et demi après la première Aerox. Ok. T'en as 1 sur 2 qui portent en Puma. Enfin, franchement, tu veux mitiger tes risques sur une course pour ta perf, maximiser ta perf, ben, factuellement, prends du Puma, quoi. Enfin, tu vois, statistiquement... Ouais. J'ai une petite question, tu vois, par rapport à ça. C'est vos modèles, c'est des plaques carbone, essentiellement, que vous mettez en avant sur la Deviate et Elite Nitro 3. À chaque fois, je les mets dans le mauvais ordre. C'est pas grave. Ah là là, Puma dans le bon ordre, c'est quoi ? C'est Deviate Nitro Elite 3. Deviate Nitro Elite 3. Ouais, après Deviate Elite 3 ou Deviate 3. Ok. Tu peux zapper le Nitro. Le Nitro, on peut le zapper. Il n'y a pas de modèle pour les gens un peu... les gens qui débutent dans l'Aerox, tu vois. Ouais. C'est dans les cartons ? C'est un truc auquel vous pensez ? Ou au contraire, vous voulez dire non, mais en fait, on garde notre modèle pro et on assume aussi de perdre une part de clientèle de marché parce que c'est des paires qui sont chères. Ouais. Et en plus, tu vois, on dit maintenant, voilà, si tu cours pas à 4 du kilo, ça sert pas à grand chose de mettre une plaque carbone. Donc, forcément, la fille, tu vois, qui va écouter ça, qui se dit, c'est mon Aerox, c'est mon défi de l'année, je dis fille ou mec, tu vois, qui est pas ultra sportif, il se dit, bah, je vais pas acheter une Puma, en fait. Ouais. Alors, c'est un bon point. Donc, du coup, on a encore, je pense, du travail en communication à faire de ce côté-là parce qu'on a 3 modèles pour l'Aerox. Ouais. Donc, on commence tout en haut avec effectivement la Deviate Elite. Donc, modèle compétition, modèle pour quand on court vite. On le vend à 230 €, donc effectivement, c'est déjà un budget. Donc, ce modèle-là, Deviate Elite 3, franchement, je la conseille. Si tu as une bonne foulée, ça peut faire 4,30 au kilo, mais je pense qu'en dessous de 4,15, c'est mieux. Après, on a la Deviate 3, 170 €. C'est quasi le modèle à plaque carbone le plus accessible du marché en termes de prix. Il y a moins de mousse. Alors, il y a plus de mousse que dans l'autre. Ok. Il y a plus de mousse, donc du coup, tu as plus d'amorti. Et ce qui, en fait, outre l'accessibilité prix, tu as aussi une accessibilité en fait, en termes d'usage. Parce que c'est pas une plaque carbone aussi exigeante que les modèles pro. Donc là, en fait, 4,45, 5 au kilo, tu peux déjà prendre, quoi. Donc... Je t'avoue que là, j'ai 3 courses en 3 jours. J'ai peur d'utiliser la Elite 3 jours d'affilée. Ouais. En fait, en vrai, faut que sur tes 3 courses d'affilée, il faut que tu te poses la question, celle où tu vas être le plus challengé sur le run. Là où tu vas devoir courir le plus vite. Et pour celle-là, prends la Elite. Et si ta dernière course avec Thomas, je pense qu'en fait, du coup, garde la Elite pour ça. Et mets une autre sur les autres courses précédentes. Plutôt des 3 plaques carbone, parce qu'en fait, quand tu vas passer sur l'Elite, honnêtement, la différence est flagrante. Quand tu vas faire tes premiers 100 mètres, tu vas dire, oh, c'est très dynamique. Ça l'est. C'est beaucoup plus dynamique que l'autre. Et donc, du coup, en fait, tu vas avoir l'aspect un peu psychologique qui va t'aider.
parce que du coup, tu auras 2 courses dans les jambes. Ouais. Il va falloir que tu relances, etc. Donc, Deviate 3, milieu de gamme, si on peut dire ça. Et on a aussi Velocity 4 Aerox. Ok. Donc, c'est 130 €, pas de plaque carbone. Beaucoup de mousse, chaussures polyvalentes, suffisamment d'amorti, mais pas max amorti non plus. Et donc, en fait, ça, c'est typiquement la chaussure que je recommande aux débutants sur l'Aerox. Ok. En plus, 130 €, ça reste accessible, hein, tout est relatif. Mais, Bien sûr. Je regardais le modèle, mais effectivement, ouais. Et on la voit, on commence à la voir. Voilà, on commence à la voir. Donc, ça, c'est moi une paire, par exemple, que je vais porter beaucoup à l'entraînement. Ok. L'idée, c'est de maximiser, en fait, ou de minimiser tes séances en carbone. Et donc, même du run sous compromis ou du run compromis sans carbone, c'est intéressant. Parce que du coup, après, quand tu passes au carbone, tu as l'impression de voler. Tu peux faire un semi avec une Velocity ou tu peux faire. T'as beaucoup de pertes de sensations sur un 10x400, sur un Frax? Écoute, ça va encore parce qu'il n'y a pas trop de mousse. Donc, du coup, c'est bien, c'est plus dur à pousser en fait. Si tu fais un 10x400 mètres à 4 kg ou en dessous, ça va être un peu plus dur et tu sens que le carbone n'est pas là pour t'aider. Donc après, si tu veux faire des séances très qualitatives, augmenter ta VO2 max, vraiment aller chercher du VMA, c'est bien de mettre du carbone. Après, si tu as une séance comme ça, un 10x400, je sais pas, 2 semaines avant l'Aerox, est-ce que c'est pas une bonne idée en fait de pas mettre de carbone et de les dernières semaines avant de faire sans carbone, et comme ça tu as aussi l'effet psychologique d'un coup, tu fais un peu plus travailler les jambes et très bien. Donc ouais, on peut faire un semi aussi, franchement au-dessus d'une 45, mais ça quoi. Au semi, hein, j'entends. Donc une 45 c'est à peu près 5 minutes au kilo. Une 45 ou plus, tu mets ça et en fait, je pense même que tu iras plus vite qu'avec une chaussure carbone. Parce que du coup, les impacts vont tellement te fatiguer tes jambes qu'à la fin, en fait, tu vas prendre très cher et peut-être que tu vas garder ta forme plus longtemps si tu n'as pas de chaussure à plaque carbone, tu vois. Donc ça, c'est les 3 modèles qu'on a pour l'Aerox. Mais après, en fait, ce qui est important de dire là-dessus, c'est que c'est pas des modèles SP Aerox, c'est un coloris Aerox. Donc il y a marqué Aerox dessus, mais c'est en fait les mêmes chaussures que les chaussures standards en fait de notre gamme de chaussures de run. Ouais. Donc en fait, là c'est pour tous les débutants. Si vous voulez une chaussure avec beaucoup plus d'amorti que la Velocity et pas de carbone, on a ça aussi. Et donc en fait, prenez une chaussure de run de la gamme et que ce soit idéalement chez Puma, bien sûr, hein, mais en fait, prenez votre chaussure de run préférée. En vrai, c'est ça la vraie réponse pour ton Aerox, quoi. Celle qui te permet en fait d'aller vite et dans laquelle tu te sens bien. Et si toi, ton objectif numéro 1 c'est le confort et d'être bien, et parce que la vitesse c'est secondaire, et ben tu prends une chaussure plus confortable. Et si tu veux de la vitesse, et ben tu prends une chaussure qui est relativement quand même confortable, mais qui sera beaucoup plus dynamique et qui va peut-être plus te taper dans les membres. Bah, tu vois, même moi qui suis quand même pas mal dans les chaussures, dans les produits, je savais pas que la Velocity c'était un des modèles que vous recommandez justement. Tu vois, on le recommande aussi. En plus, c'est pour ça qu'on en a fait à coloris Aerox. Après, il faut savoir qu'en termes de quantité, c'est la Velocity qu'on vend le plus. C'est vrai? Ouais, en termes de quantité, oui. Bah parce que du coup, tu as toujours un effet prix. 130 €, ben, t'en vends plus qu'à 170 € pour la Deviate, même si on voit des Deviate partout. En termes de volume, globalement, on vend plus de Velocity. Ouais, puis le design, il est un peu similaire. Donc tu peux. Pour certains coloris, pas tous. Mais il y a un moment, tu peux dire, ah ouais, c'est un peu la même. Ou... Ça fait toujours peur quand même, plaque carbone. Hein. D'après, alors si mes chiffres sont corrects de tête, d'après l'Observatoire du running de cette année de 2025, il y a seulement 17% des runners qui ont testé une chaussure à plaque carbone. Donc finalement. Ah ouais. Donc ça fait peu, tu vois. Parce que tu as encore beaucoup de gens qui ont peur de la plaque carbone. On a fait un testing. Pourquoi? Va savoir, et on a fait un testing hier soir chez Iron, et tu as plein de gens qui disaient non, je veux pas de carbone. Je pense pas que j'ai le niveau, etc. Et tant mieux, hein, tant mieux. Après, effectivement, c'est game changer quand tu vas vite, mais quand tu vas pas vite, la plaque carbone, c'est même contre-productif en réalité. Ouais, ça peut te faire des petits bobos, des petits contractures. Ok. Donc toi, tu as une stratégie très axée performance, très axée sur les athlètes. Oui. Ça marche très bien. Oui. Comme on a pu le voir à Grand Palais. Comment est-ce que ça te fait pas un peu grincer des dents quand Puma du coup a des pas Puma, quand Aerox a des communications un peu plus grand public, parce que vous orientez beaucoup sur l'élite, beaucoup sur la performance. J'ai l'impression que Aerox, ils veulent garder cet ADN performance, mais ils essayent d'insérer de plus en plus de communication un peu friendly. Tu vas à Aerox Berlin, tu vois des EVG, tu vois des mecs déguisés, tu vois des gens en surpoids, quoi, des gens pas sportifs du tout. Toi, tu penses pas que ça peut toucher un peu ton image de marque? Je pense pas. Je pense qu'on a des objectifs différents
Aerox et Puma, Ouais. qui vont pas forcément dans des directions différentes. Avant ça, je fais quand même une parallèle en fait, globalement dans l'industrie du sport. Ce qui marche, c'est d'inspirer les gens. Donc, tu as toujours une approche par le haut, de la pyramide du haut. Enfin, tu fais un effet d'ombrelle avec... tu essayes de faire des produits et tu cibles les athlètes, mais in fine, c'est pas eux qui achètent. Ok, je sais que tu es très dans le trail. Le meilleur exemple du trail, en fait, c'est que finalement, tu fais tes produits pour Xavier Thévenard, François Daen, etc. Tu cibles des gens qui sont pas trop loin d'eux et qui aspirent à avoir leur niveau. Et finalement, l'essentiel du marché du trail, c'est des gens qui vont promener leurs chiens. Ouais, c'est le Parisien hipster qui a acheté la paire de Salomon, quoi. Voilà, ça. Et du coup, finalement, oui, mais ils se disent, ok, si c'est bien pour lui ou pour elle, si tu prends Sissi Cusso, par exemple, c'est bien pour eux, bah, ce sera bien pour moi aussi. Et donc, du coup, ça marche comme ça. Donc, globalement, ça fonctionne comme ça dans le sport. Ok, en foot, tu sponsorises Neymar. La paire de Neymar coûte, je sais pas, 270, 280 €. Et après, en fait, tu fais ce qu'on appelle des takedowns, donc des versions un peu moins bien de la même chaussure, mais qui ressemblent beaucoup, avec différents price points. Donc, si tu commences à 270, t'en fais une à 230, t'en fais une à 170, t'en fais une à 140, à 110, etc. Et puis, ça a toujours globalement le même look. Tu mets de moins en moins de tech, tu mets de moins en moins de matériaux nobles, entre guillemets. Et comme ça, du coup, en fait, tu touches plein de gens. Et l'essentiel que tu vends, c'est plus tu descends dans la pyramide et plus t'en vends. Donc après, en fait, globalement, ça fonctionne comme ça en termes de business. Pour revenir à Aerox et Puma, moi, je vise la performance côté Puma, donc communication orientée performance. Mais tu touches. Dans ce cas-là. Mais du coup, in fine, on va toucher ceux d'en bas parce que t'en as plein qui débutent, ils commencent à chercher sur les réseaux, ils trouvent Alan et ils se disent, bon, je vais faire comme Alan. Ils font leur premier double mix, ils regardent les PGZ et ils disent, voilà. Donc il y a ça. Donc Aerox, son but, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui fassent de l'Aerox. Très bien. Et donc, du coup, moi, je veux qu'il y ait plus de gens qui achètent du Puma. Donc finalement, l'objectif commun des deux, enfin, si tu prends fais la moyenne des deux, finalement, moi, mon but, c'est qu'il y ait plus de gens qui fassent de l'Aerox en Puma. Et donc, finalement, plus ils vont faire grossir leur gâteau, tu sais, Aerox, et plus moi, je vais vendre des paires, in fine. Si tu as 25% de tous les gens en Grand Palais ou 50% des 10 meilleurs, des 10% les meilleurs qui achètent du Puma, et ben si demain, on garde les mêmes stats et qu'à Grand Palais, il y a 20 000 personnes, et ben avant, tu avais 3 000 paires, maintenant, tu en as déjà 5 000. Donc, du coup, tu as fait bonne croissance. Je sais pas, plus 67%, un truc comme ça va être. Donc, génial. Mais il faut que je sois sûr, en fait, que ces gens-là, quand on agrandit le gâteau, qu'ils continuent, en fait, à prendre du Puma. Et d'où la communication performance, tu vois. Ok. Du coup, tu vois directement sur un événement comme Grand Palais, où tu te prends du RP à gogo et de la relation presse et plein d'articles médias qui parlent de Aerox, donc on voit beaucoup Puma. Tu vois un impact direct sur les ventes ? Tu vois, suite à un Grand Palais, soit sur les modèles Aerox chez Puma ou soit sur Puma au global. Je serais curieux, Oui. Ah, c'est fou. Oui, en fait, je pense qu'en France, il y a un avant et un après Grand Palais. Ouais. Pour vous, autant que pour Aerox. Ouais, je pense pour tout le monde, en tout cas en France. En fait, la manière dont ça va fonctionner, c'est que quand tu es dedans, quand tu es pratiquant, quand tu fais du sport, quand tu as fait des Aerox, tu es convaincu en fait, du potentiel d'Aerox. Mais est-ce que le commercial de Puma qui est habitué à vendre du foot depuis 20 ans et qui vend du run depuis 5 et son sport, c'est peut-être regarder ses enfants parce qu'il a 45 ans, de regarder ses enfants qui jouent au foot le week-end. Est-ce qu'en fait, ceux-là, tu arrives à les convaincre du potentiel d'Aerox? Surtout qu'en fait, tu as toujours des potentiels, enfin, tu as toujours des ventes en décalé. Parce qu'en fait, là, on est mi-octobre. Donc, la semaine prochaine, chez Puma, donc fin octobre, on a notre séminaire stratégique pour la saison automne-hiver 2026. Donc, qui se passe entre le 1er juillet et le 31 décembre 2026. Où, du coup, moi, au marketing, je vais présenter la stratégie sur cette deuxième partie d'année. Mes collègues au produit vont présenter les nouveautés. Et côté sales, ils vont dire bon les gars, la stratégie c'est ça, etc. Ok, donc ça, on s'en parle pour
la deuxième partie 2026. Donc après début novembre, tous ces commerciaux-là, tous les commerciaux de France et tous les commerciaux grands comptes qui vont aller voir les grands clients, ils vont aller voir leurs clients et dire il faut que tu m'achètes de l'Aerox, pour rester dans l'exemple, de l'Aerox. Mais du coup, tu l'auras que en magasin en juillet 26. Alors que là, donc t'as un an et demi de jet lag entre ton Aerox Grand Palais et la vente en magasin, quoi. Du coup, Aerox Grand Palais, l'avantage en fait pour les saisons printemps-été, donc ça c'est pour les saisons automne-hiver, ça se fait en novembre. Pour les saisons printemps-été, ça se fait en mai. Ok. Donc Aerox Paris Grand Palais en avril, super, parce que du coup tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu passer, c'est passé dans tous les journaux, c'est sorti en dehors de la sphère du fitness, vraiment. Moi, j'ai des collègues qui m'ont dit j'ai jamais vu autant de trucs sur LinkedIn autour de l'Aerox, ça c'est incroyable, j'avais l'impression que tout le monde y était, etc., etc. Très bien, tu gardes ça en tête et après, en fait, tu as ton séminaire où tu te dis les gars, vous avez vu tout ce qu'on a fait à Grand Palais? L'Aerox, c'est maintenant, on y va, go, 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 et puis il faut vendre. Et donc, du coup, après, ils vont chez leurs clients. Ouais. Et leurs clients, ils disent ok, tu avais prévu ça, mais en fait, moi, je veux que tu me triples ta commande. Ok. Et donc, du coup, là, ça commence réellement, en termes de sales, de vente, à se voir janvier 26. Début dans 26. les magasins grand public, quoi. Dans les magasins grand public. En fait, on voit que la croissance qu'on a sur les produits Aerox est forcément décalée. Puisque tu as toujours en fait cette temporalité, c'est pas tout de suite, tu vois. D'où le fait de ne pas louper le wagon, comme tu disais au début, exactement. Et d'avoir un partenariat à long terme avec Aerox, parce que si tu perds le fil pendant un petit moment, en fait, tu perds tout. Parce que là, tu as seulement le fruit des 2-3 premières années, quoi. Parce qu'on est jusqu'à mi-2030. Donc en fait, si tu fais le calcul et que là, on vend déjà pour 2026, si tu comptes celui-là, ça fait 1, puis 27, t'en as 2, donc ça fait 3, 28, t'en as encore 2, ça fait 5, 29, 2 de plus, ça fait 7, plus la moitié de 30. Ouais. Du coup, t'as encore 8 opportunités de vendre de l'Aerox. 8 fois. Donc en 5 ans. Donc là, en fait, il faut pas qu'il rate un seul coche. Et là aussi où c'est mon job, c'est de pousser en interne pour que en fait, Puma France prenne un risque et prévoit du stock supplémentaire qui n'est pas encore alloué à un seul client. Parce que généralement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on achète, tu vois, les commerciaux, ils vont vendre, et on achète en fonction de la demande, et on rajoute 10-20% pour avoir potentiellement ce qui s'appelle du réassort. Donc, tu n'as plus de stock, on t'en renvoie. Okay, on essaye d'acheter au plus juste, parce que sinon, après, tu as trop de stock, qu'est-ce que tu en fais, etc. C'est de l'économie un peu de base, quoi. Mais là, en fait, le job que j'ai aussi moi, et qu'on pousse énormément en interne, c'est d'avoir un stock un peu tampon, qui en fait où le risque est pris par Puma France, et tant pis, on est potentiellement sur stock, mais moi je regarde un peu ce que les commerciaux vendent et je te dis non, ça suffira pas. C'est un peu qui tout double, quoi. Ouais, c'est un peu qui tout double, et finalement c'est quoi le risque en fait pour une boîte comme Puma France et puis tant pis, sinon après t'as plein de trucs Aerox sur les bras, quoi. Tu peux nous donner un peu le volume de merch en France que ça représente? T'as quoi? T'as grosso modo là sur la saison, tu vas avoir 6 week-ends à 10 000 personnes. Si on fait vraiment, on coupe au gros couteau. Alors c'est plus 12 000, on va dire que ça va faire 6 x 12. On va dire à la grosse maille, t'as 70 000 personnes arrondies à la hausse qui vont faire des Aerox dans les 12 prochains mois. C'est le même volume de paires de chaussures. Du coup, est-ce que c'est que 25% de paires de chaussures que tu prévois? Et j'imagine que des t-shirts, t'en vends beaucoup plus que des paires de chaussures. Ça représente à peu près quel ordre de grandeur? Avec ce que tu peux dire, parce que je sais que... Bien sûr, évidemment. Je vous avais dit, on pose toutes les questions. Évidemment, je peux pas donner de chiffres. Par contre, je peux apporter des éléments de réponse. Le produit le plus vendu généralement sur le stand Aerox à l'événement, c'est le t-shirt de la ville. T-shirt plutôt en coton, un peu plutôt lifestyle. Donc le prix de base, prix d'entrée, quoi. Je pense que c'est un de vos produits les moins chers. 45-50 euros, je crois, le t-shirt, non? Je sais pas. Possible. Okay. Je les achète pas. Du coup, je sais pas. Le t-shirt de la ville, c'est généralement ce qui se vend le plus sur un stand Aerox. Après un stand Aerox, sur un week-end typique, comme, admettons un Grand Palais, sur 3 jours, en chiffre d'affaires, sans dévoiler les choses, ils font plus de chiffre d'affaires que... Intersport, notre client numéro 1, c'est kiff avec Decathlon en termes de vente. Globalement, sur le training fitness. Je pense qu'en produit Puma, sur un week-end type Grand Palais, c'est plus de ventes que
Intersport, tout son rayon training fitness sur 6 mois. Voilà, c'est l'étendue du truc. Et donc, c'est ce que je te disais en intro, en fait, faut qu'on se focus, en vrai. Donc, si t'as 6 journées de vente hyper intenses, il faut les anticiper. Ouais, sur le pré-enregistrement à Toulouse, on vend plus de paires de chaussures Puma. Et à ce moment-là, on n'avait pas encore écrit Aerox dessus. Donc, du coup, on a aussi perdu des ventes parce qu'il n'y avait pas écrit Aerox dessus. Parce qu'elles n'étaient pas encore chez Intersport. On vend plus de paires de chaussures que on vend sur la saison chez Intersport, hein, en vrai. Magasin là. Hein. Donc, oui, il y a un engouement énorme. On arrive à ouvrir des portes. Donc, c'est-à-dire décrocher de nouveaux clients. Ok. Par exemple, des clients du réseau Running Conseil qui vont venir chez Puma. Et la clé d'entrée, c'est ils nous achetaient pas de chaussures de run, mais ils veulent les chaussures de run Aerox, alors que c'est les mêmes. Et parce que du coup, ils ont des demandes Aerox. J'étais chez Iron hier soir, il m'a dit tous les jours, quoi. Tous les jours. Et puis les mecs, ils viennent et ils disent je veux la chaussure de l'Aerox de Puma. Ouais, ils ont le modèle précis, clair en tête, quoi. Ouais. Donc, du coup, ben oui, ça forcément, en termes business, c'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment fou. Un peu comme les Metcon un peu chez Nike, où il y a eu la paire de Reebok CrossFit, les nanos, ouais. Les nanos. Où il y a un peu une association produit, marque, événement, produit, marque, sport, qui se fait et qui est hyper aligné. Oui, et puis là, ça devient indéboulonnable. Hein. C'est vrai que l'exemple est bon. Néanmoins, Nike ou Reebok n'ont jamais eu marqué CrossFit sur leurs chaussures. Reebok si, quand ils étaient sponsors. Reebok si. Ouais, mais c'était en tout petit. C'est en tout petit, mais c'était quand même marqué. Ok, bon, Nike a gagné sur les chaussures de CrossFit, factuellement. Il n'y a pas écrit CrossFit sur la Metcon, même si Metcon, en fait, si tu fais un peu de CrossFit, voilà, tu sais. Nous, on a marqué Aerox sur les chaussures. Et en fait, il n'y a qu'une seule marque qui peut avoir ça. Et c'est nous. Et en fait, si on sait qu'Aerox, ça marche aussi, parce que c'est communautaire. Et un super travail de Aerox global, et particulièrement en France, en fait, sur la communauté. Hein. Donc, bravo à Max, Hello, Océane, JB, etc. pour bosser la communauté, c'est super. Et du coup, c'est ce sentiment communautaire, en fait, l'appartenance, il passe par acheter les mêmes produits que les autres. Et du coup, en fait, il n'y a qu'une seule marque qui crée Aerox. Et c'est ce que, en fait, moi, je dis aux commerciaux de dire à leurs clients. C'est que vous voulez profiter du trend d'Aerox, il y a une seule marque qui peut vous offrir ça, c'est nous. Donc du coup, soit vous achetez Puma, soit pas d'Aerox. Enfin, au final, c'est ça. Et donc du coup, bah oui, après, tu as des versions un peu où tu as des concurrents qui essaient de faire un training camp dans Paris avec un de nos clients précédemment cités. Ils peuvent pas appeler ça Aerox, et donc du coup, ils font un modèle un peu... une version Wish, et après je pense que c'est ma responsabilité de le dire, mais c'est cheap. Parce que il y a plein de marques qui aimeraient avoir ce partenariat, et on a des grosses en face pendant la négo du contrat. Et évidemment, il y a plein de gens intéressés, et on a eu la chance de l'obtenir. On s'est donné les moyens. Après, c'est pas que les moyens financiers, tu as aussi l'aspect, on leur a fait confiance depuis le début, on a été là, et puis on travaille quand même, main dans la main avec eux. Surtout, que ce soit au niveau global ou au niveau des pays. Moi, au niveau France, je leur parle tout le temps au team d'Aerox France, que je les apprécie tous énormément. On travaille ensemble souvent sur plein de choses, quoi. Donc ça, c'est bien. Et c'est aussi une relation d'hommes et tout ça. Bien sûr. Je pense qu'on en est tous attachés à ça. Parce que oui, ok, on travaille tous dans le business, on a tous des objectifs à remplir, etc. Mais si on peut le faire, et le faire avec des gens qu'on apprécie, qu'on aime bien, et de le faire... tu vois, tous un peu collégialement, c'est encore mieux, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Tu vois, plus j'avance dans le business, moi, et plus je progresse, plus je me dis de toujours favoriser les relations de long terme par rapport à des choix court terme qui peuvent être financièrement avantageux, quoi, tu vois. Complètement. C'est jamais facile. Complètement. Parce que des fois, tu as la pression financière du résultat de la fin de l'année. Il faut délivrer. Moi, en particulier, je dois payer mes salariés et rembourser la banque maintenant. Mais j'essaye au maximum de me dire c'est quoi le pari le plus avantageux pour dans 20 ans, tu vois. Ouais, complètement. Et généralement, en fait, c'est sur des relations que tu as commencé à construire et que tu compounds, tu vois. Et des fois... moi, je me pose souvent la question de ok, si je coupe une relation, je coupe vraiment pour m'engager sur une autre. Donc, faut vraiment aller à fond, quoi. Donc, je peux comprendre ça. T'as raison, Je suis d'accord. Enfin, tu vois, en tout cas, ça se ressent, en tout cas, entre Puma et Aerox, tu vois, ça se sent que c'est un truc...
qui est long terme et sur lesquels les deux marques ont envie de capitaliser et de compound, tu vois. Ouais, complètement. Et puis, tu vois, en fait, à titre perso, c'est pour ça que je vais sur toutes les courses en France. Ou j'essaie d'aller sur toutes. Mais cette saison, je vais sur toutes les courses en France. Même si, puis maintenant, on décide, OK, sur cette date-là, on n'active pas parce qu'on peut pas activer sur toutes les dates. Ou parce que stratégiquement, j'ai pris la décision, OK, on fait 2 à 3 gros temps forts sur l'année et pas 6 fois. Ça, c'est ma stratégie, ma vision. Je préfère faire ça parce que je pense qu'il y a plus d'impact. Voilà. Donc, même si on n'active pas, je vais quand même sur les courses parce qu'en fait, le relationnel, il s'entretient parce que en vrai, je suis content d'y aller. Je suis content de voir les gens d'Irox, etc. Et puis, Grand Palais, on a fait quelque chose de super avec la zone VIP, etc. On l'a discuté et on a acté pas mal de choses, Max et moi. Un vendredi soir à 22h, veille d'Irox Marseille, où Max et moi on marchait sur la piste de l'Irox Marseille parce qu'ils vérifiaient en même temps que tout allait bien parce qu'ils étaient dans le rush, etc. Et après on est allé dans leur petit bureau, etc. Ils m'ont montré le plan, ils dit vas-y on vous met là, etc., etc. Et en fait on a discuté ça à ce moment-là, un vendredi soir, en fait, veille de compète Irox. Tu fais pas ça avec quelqu'un que tu peux pas blairer, quoi. Non, et puis si j'étais pas allé à l'Irox Marseille, en fait, on aurait eu cette conversation. Bah non. Non, et puis ça, on l'a pas planifié, quoi. C'est, t'as du temps là, bah oui, vas-y, je suis là, go. Fine, et tu vois, et on le fait, et puis on avance comme ça, et c'est tant mieux, quoi, en vrai. Ouais, bien sûr. Et puis là, je serais très content de les voir, etc. On s'est déjà écrit des messages, tu passes quand, tu viens quand, tu seras là, etc., etc. Et ouais, je pense que c'est super. Moi, je suis content d'avoir ces relations-là. Bah, je pense que ça se ressemble, tu vois, même dans l'esprit un peu communautaire, tu vois, où tu mentionnais au global sur la communauté Aerox France, tu vois, ça sent, pour l'instant, c'est une communauté qui est assez saine, sur laquelle, bon, je suis pas du tout dans les petits papiers, faut pas croire que je suis en contact avec toutes les marques, mais en tout cas, qu'il y a beaucoup de relations qui sont saines, qui sont posées, et qui sont de gens qui ont envie de durer, quoi. Ouais, donc, c'est vrai. Et c'est pas toujours le cas. Des fois, tu sens que c'est tendu, que c'est hyper stressant. Non, mais tu vois, quand tu vas sur une machine de guerre type Roland Garros, les enjeux financiers pour les partenaires, c'est un truc monstrueux. Les partenaires, ils sont hyper exigeants parce qu'ils invitent tous leurs clients de l'année. C'est le moment où ils communiquent sur le sport, tu vois. Et un Renault, il gueule. Ils gueulent très très fort sur Roland Garros quand ils apprennent qu'il y a encore 20% des gens qui pensent que le partenaire titre de Roland Garros, c'est Peugeot, tu vois. Tu vois, et ça fait 4 ans qu'ils y sont, tu vois, par exemple. Je vois bien. Et donc les relations, je trouve que ça se ressent aussi, tu vois, quand c'est en axe. Oui, je suis d'accord. Et donc, après, ils ont raison d'être exigeants côté de Renault. Cependant, en fait, ils n'arrivent pas, d'un point de vue produit, il n'y a aucun lien entre Roland Garros et Renault. Ouais, vous êtes alors que nous, on a le lien. Et parce qu'on a la chance d'être équipementier, et donc du coup, là, il y a un lien. Tu vois, si le partenaire titre était, je sais pas, Head ou Wilson, pour Roland Garros, c'est un lien direct, tu vois. Ouais, non, mais c'est sûr, mais ça montre aussi que c'est l'importance du temps. Tu l'as très bien expliqué, l'importance du temps long sur le fait que de toute façon, tu as un décalage entre le moment où toi, tu as l'idée, toi, tu es convaincu, tu arrives à convaincre tout le monde en interne, eux-mêmes sont convaincus et eux-mêmes arrivent à convaincre les clients, les distributeurs, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, derrière, tu as l'acheteur. En fait, il se passe 3 ans. Et derrière, tu as l'acheteur, en fait, qui peut-être qu'il n'a pas vu passer des trucs. Et il s'est dit, bah non, l'Irox, j'ai pas vu passer, j'y crois pas, quoi. Et toi, finalement, en fait, tu fais vraiment le tampon entre les équipes produits où tu as envie d'avoir les produits Aerox le plus rapidement possible. Parce que t'es proche des consommateurs, t'en fais, tu les vois, tu vois ce que les gens ils veulent, ce qu'ils attendent. Tu connais Alan, les PGZ, et donc tu vois exactement ce qu'ils ont besoin comme chaussures. Et t'es à la croisée des chemins, donc de l'équipe produit pour qu'ils produisent le plus vite possible des produits spécifiques. Et des commerciaux qui, eux, ont envie d'atteindre leurs objectifs. Donc, lancer un nouveau modèle, ça prend du temps. Sur lequel ils n'ont pas confiance, sur lequel ils ont pas leurs habitudes, ça prend beaucoup de temps, quoi. Du coup, en fait... tu dois activer tout le monde, toi. Et faire un modèle de rien. Donc, admettons, on veut faire un modèle spécifique à Aerox. Je pense qu'entre le moment de let's go et
time to market, comme on appelle ça, et le moment où c'est vendu en magasin, Ouais. il y a 2 ans. Ok. Ouais, Du coup, c'est du temps long, quoi. C'est fou. Ouais, mais parce que ça prend du temps, parce qu'il faut faire des tests, parce que du coup, tu veux pas venir avec un produit bas de gamme, tu vois. Enfin, on a quand même des standards chez Puma sur Run qu'il faut respecter, et au moins faire mieux que ça. Donc ouais, ça prend du temps. Bon, bah, du coup, tu me lances sur le produit. Est-ce qu'on va avoir des produits vraiment spécifiques à Aerox qui vont arriver? Je te pose la question pour les chaussures, c'est un peu ton domaine de spécialité, mais aussi pour les shorts, pour même, je sais pas, les poignets, les casquettes, typiquement les casquettes. Moi, sur les fentes, à chaque fois, j'ai le sac qui tape dans ma casquette, tu vois. Ouais, je vois bien. Donc, je la tourne. À une seule station, je dois la tourner, c'est là. Et deuxième station, peut-être un peu les wall balls, parce que tu vas la tête en l'air et tout. Ouais. Est-ce que, va y avoir des produits qui vont arriver, pas obligé de dire quoi, quand, ni comment, mais qui vont arriver, qui sont dans les cartons? Est-ce que c'est des discussions qui sont en cours? Parce que, aussi pour rappeler, quand même aux gens, en 2024, tu as 500 000 personnes à travers le monde, je crois 580 000 personnes exactement à travers le monde qui font des Aerox. Ouais. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle du foot ou du tennis, c'est rikiki. Oui. Enfin, c'est encore petit. Oui. Après, il y a beaucoup plus de gens qui veulent en faire, ça c'est sûr, ou qui aspirent à en faire. Oui. Donc, c'est quoi le pari là-dessus? De créer des produits spécifiques à la discipline? Oui, alors déjà, pour mettre les choses en perspective, je pense qu'en 2025, il y aura autant de gens qui auront couru un Aerox en France que de gens qui auront fait le marathon de Paris et le semi de Paris, cumulé, et qui, de mémoire, doivent être le premier marathon de France et le premier semi de France. Donc, du coup, en fait, ouais, mais c'est semi et marathon sur une année. Ouais, sur 2 courses. En fait, tu prends les 5-6 Aerox qu'il y aura en 2025. Ouais. Tu prends le nombre de participants. Au total, ça fait un peu plus que le nombre total de participants au marathon une fois. Et une fois en France. Donc, du coup, sur les 2 plus grosses courses, ça reste quand même, ça commence à venir et à être visible en termes de participation, tu vois. Ah, après, bien sûr. Tous les gens qui s'entraînent, etc. Donc 800 salles affiliées là, à un ou deux près. 1 ou 2 près, 800 salles affiliées, c'est beaucoup. Hein. Entre tous les gens qui n'ont pas encore franchi le pas pour faire un Aerox, ou qui vont le faire à l'étranger, et du coup, ça rentre pas dans les datas que je viens de donner. Il y en a beaucoup quand même qui commencent à pratiquer. C'est intéressant peut-être une fois que tu prennes un owner de boxe de CrossFit. Parce que, en fait, eux, ils n'en reviennent pas. Hein. Ils ne peuvent plus vivre sans l'Aerox. La boxe que je connais bien, donc chez CrossFit ODC à Strasbourg. Donc ils sont 3 associés. Au début, ils ont commencé, ils avaient 5 cours d'Aerox, ils en ont 15 quoi. Et ils ont viré à 6 mois. Donc, et 15, tout le monde. Plein, c'est les pleins. Plein. Et puis du coup, les gens, ils n'arrivent pas à s'inscrire. Du coup, ça râle, etc. Et puis c'est un peu pareil dans toutes les boxes où du coup, ils commencent à ouvrir que des slots d'Aerox parce que ça reste plus accessible, parce que c'est différent, etc. Après, là où il faut faire gaffe, c'est de ne pas faire des mini Aerox à chaque fois, quoi. Sinon, bon. Mais après, ça, c'est en charge de la proc de la boxe de gérer. Du coup, pour revenir au produit, les accessoires, c'est pas le focus numéro 1, c'est le focus numéro 3. Du coup, 1, la chaussure, 2, le textile et 3, les accessoires. Vas-y, faisons les 3 dans l'ordre. Donc la casquette, tu vois. Donc effectivement, il y a des choses là-dessus. Après, en fait, factuellement, il n'y a pas des masses de gens qui portent une casquette sur un... Oui, non, mais je donnais l'exemple. Non, mais c'est un bon exemple, du coup, et c'est bien. Et en fait, j'essaie juste de mettre un peu les choses en perspective parce que je pense que c'est une erreur qui est souvent faite côté marque, globalement. Hein. Ça peut être chez Puma ou ailleurs. Du coup, d'écouter 2-3 personnes et de se dire, en fait, c'est la norme. Non, il faut... on extrapole un peu, tu vois, pour voir vraiment où tu places le focus. Après, effectivement, il y a des accessoires qui viennent. Là où tu as le problème, c'est que du coup, on s'est dit que ce serait bien d'avoir un accessoire, une petite ceinture, en fait, pour emmener ta magnésie, tu vois. Avec une petite porte magnésie, comme tu peux avoir pour ceux qui font de l'escalade. Du coup, ça, c'est une bonne idée, mais le temps de le développer, de le sortir, Aerox, ça change les règles. T'as plus le droit de ramener ta magnésie, tu vois. Donc, du coup, en fait, t'as aussi ça à prendre en compte. Est-ce que, en fait, je sais pas, mais est-ce que demain ou l'année prochaine, les casquettes seront encore autorisées sur l'Aerox? Non, mais tu vois, après, ça peut être débile, mais on n'a pas pensé au fait de la magnésie qu'ils pourraient se dire non, on fait marche arrière, tu vois. Donc, du coup, en fait, tout le travail que tu as fait là-dessus, le produit que tu voulais sortir, etc. Bon, ouais. On va sortir un sac à dos début janvier.
Ok. Donc un sac à dos Puma pour remplacer Build for Athletes, qui ne sera plus partenaire de l'Aerox. Ok. Donc du coup, nous, Puma, on prend la place. On a un sac à dos. Je l'ai là avec moi, je peux te le montrer tout à l'heure. Si tu veux. Ah, j'ai vu, il est beau, il est beau. Donne envie. Voilà. Voilà. Donc du coup, on va faire ça. Ensuite, textile. Donc là, il y a déjà des produits spécifiques à Aerox qui existent parce que ça va plus vite. Ok. Spécifiques à Aerox qui ont été faits pour l'Aerox. Les choses, en fait, si tu prends la collection Aerox, c'est globalement les technologies haut de gamme et les modèles haut de gamme qu'on peut avoir chez Puma. Sur du running plutôt. Ouais, mais là, c'est vraiment pensé à Aerox. Si tu prends le short pour les hommes que je connais bien, J'allais y venir. ouais, il est. Enfin, tu vois, tu as le cycliste en dessous parce qu'on sait que les gens, ça frotte les cuisses et ils aiment pas. Très bien. Le short au-dessus, la couche au-dessus est beaucoup plus Souple, flexible. souple et du coup, elle est beaucoup plus ouverte, échancrée pour justement pas bloquer ta mobilité sur les squats. Et tu as une poche zippée Derrière, pour le gel. pour le gel. Elle est sur le côté. Mais derrière, ce que tu as sur la ceinture, c'est que tu as 2 crochets pour en fait pouvoir insérer ton t-shirt dedans. Parce qu'on sait que chez les gars, ils ont tendance à enlever leur t-shirt et parfois ils le gardent au début, ils savent pas quoi en faire. Ils le perdent parce qu'ils le balancent et ils n'arrivent plus à le retrouver. Et donc du coup, en fait, comme ça, là, tu peux l'accrocher dans ton dos. Donc on a déjà réfléchi à des choses comme ça. Chez les femmes aussi, il y a plus de... Ça existe déjà, là, les crochets? Là, c'est déjà, ouais. C'est déjà. Ah, je l'avais pas vu, Sur ok. la collection actuelle, ouais. Ok. Ouais. Donc du coup, effectivement, tu peux commencer avec ton t-shirt et après, quand t'en as marre, tu l'enlèves et au moins, tu perds pas ton t-shirt. Parce que dans le dos, il va pas te gêner, tu vois, si tu l'accroches comme ça. Ok, vas-y, je vais faire le test. Voilà. Donc du coup, ça existe déjà. Pour les chaussures, on a des chaussures de run. Et donc là, après, en fait, en termes de marque, tu as 2 choix. Est-ce que tu trouves déjà que tes chaussures sont très bien pour l'Aerox? Tu décides de persévérer là-dedans, tu pars d'une base existante et tu l'améliores? Ou bien tu pars de zéro? Ok, vas-y, il me faut une nouvelle chaussure. Après, tu as 2 directions à prendre. Donc là, on va lancer un teaser sur potentiellement une nouveauté pour l'Aerox pour début 2026, où on va un peu plus loin, où on va avoir le premier modèle de la gamme SP Aerox. Du coup, c'est un peu différent de chaussures de run habituelles, quoi. Ok. Un petit peu, mais pas, on change pas des masses, mais cette différence sera, et vous comprendrez dans le teaser, en fait, sera game changer quand même pour l'Aerox, je pense. Ok. Donc là, c'est intéressant, donc on attend début 2026 pour voir ce que ça donne. Ouais. Ok. T'as entendu parler de ces technos qui te permettent de gonfler tes semelles? Tu vois, Non, ils sont français, je pourrais te donner le contact. Ok. Ils font vraiment du B2B, eux, ils créent des semelles. Ok. Et en gros, c'est une semelle qui se gonfle. Ok. Et tu peux... J'ai fait un run avec eux et ils me disaient, ouais, est-ce que ça vaut le coup sur potentiellement un Aerox de s'arrêter Dégonflé. 15 secondes Ouais. pour dégonfler? Est-ce que derrière tu regagnes du temps sur les wall balls ou quoi? Quand je vois un Tim Winish, comment il gagne les championnats du monde, et quand je vois la qualité de ses wall balls et le manque de stabilité qu'il a, j'ai envie de leur dire oui, tu vois. Ouais. Après, je sais pas s'il gagne à 15 secondes. Mais enfin, c'est des choses que je vois arriver, quoi. Tu vois. Mais la question se pose, en fait, est-ce que tu voudrais gagner en fait sur tes autres stations sans perdre sur le run? Finalement, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même des directions antagonistes et donc du coup c'est difficile d'avoir les deux. En fait, il te faudrait idéalement la même chaussure de run mais plus stable. Mais du coup plus stable, c'est-à-dire qu'elle est plus lourde, qu'elle te propulse moins vers l'avant, que ci, que ça. Et donc du coup, c'est où en fait qu'il faut mettre la barre? Je te dirais run, parce que quand tu vois les résultats des gens sur un Aerox, c'est quoi, 60% de run. Donc en soi, statistiquement, tu fais le run en premier, quoi. Ouais, bien sûr. Donc c'est ça que tu t'améliores. Ok. Ouais, et puis tu le répètes 8 fois. Puis honnêtement, ok, tu gagnes 15 secondes sur des wall balls, c'est 2 secondes au kilo sur chaque run d'1 kilomètre, quoi. Tu fais 2 x 8, ça te fait 16 secondes, voilà, tes wall balls à 15. Enfin, tu vois, c'est tellement minime en fait sur le run, la diff, 15 secondes à faire. Mais sur les wall balls, ok, c'est énorme, mais comparativement au run, ouais. Ok. Pourquoi Mévena et Quentin? Pourquoi Mévena et Quentin? Raison numéro 1, je les apprécie personnellement. Je trouve que c'est des gens très bien, ils sont très sympas, je les aime beaucoup. Là, j'ai passé beaucoup de temps avec eux dernièrement. On était ensemble jeudi soir. Vendredi, on est allé au Nitro Lab en Allemagne pour qu'ils fassent quelques tests. Surtout Quentin et un peu Mévena.
Samedi, j'ai passé du temps avec eux à Strasbourg où j'habite pour leur faire visiter la ville. Je les ai revus hier soir pour un événement chez Iron. On allait dîner ensemble. On était dans le même hôtel ce matin, on était au petit-déj. Si j'apprécie pas ces gens-là, tu te rends compte ma vie. Du coup, moi, je passe des super moments et c'est peut-être la raison numéro 1. Et c'est en vrai, c'est mon premier choix. Quand je choisis les athlètes, c'est du coup, je passe du temps avec eux et si je les apprécie, c'est banco parce que du coup, finalement, ma vie pro sera plus facile, tu vois. Et puis, c'est toujours dans le relationnel, en fait, finalement. Ça, c'est raison 1. Raison 2, ils sont très forts. Bah, actuellement, c'est les meilleurs au monde. 3, ils portaient déjà les produits, ils appréciaient déjà les produits avant. Ça veut quand même dire beaucoup, tu vois. En fait, on leur envoyait juste des produits avant, sans leur donner de contrepartie, sans leur donner d'argent, sans leur donner de visibilité particulière en plus, et ils portaient déjà les produits. Donc du coup, en fait, après, naturellement, et si tu veux, la communauté qui les suivent, en fait, ils vont être plus enclins à prendre du Puma parce que en fait, ils sont dans le vrai, tu vois. Ils sont authentiques, ils sont pas passés chez un concurrent et puis d'un coup, non, c'est la meilleure chaussure, on porte que ça sur l'Aerox, etc. Alors qu'avant, c'était pas le cas, tu vois. J'avais besoin aussi d'une égérie féminine, parce que du coup, là, avec Geoffrey et Alan, c'était plutôt des athlètes hommes. Et du coup, Mevena, en fait, elle remplit cette case. Bon, désolé pour Quentin, mais après... mais parce qu'on vend aussi beaucoup de produits pour femmes. Donc, en fait, il faut aussi qu'on puisse... être attractif auprès des femmes et en fait elles arrivent beaucoup mieux à quand même à s'identifier à une femme qu'à un homme. Bien sûr. C'est tout à fait normal. Puis Mevena, elle a un côté hyper accessible, hyper... tu vois, désolé, je vais tomber dans la caricature, mais un petit bout de femme génial, quoi, tu vois. Elle est effectivement, elle est parfaite, enfin, tu vois. Et ils ont une certaine authenticité, il y a quelque chose à raconter, tu vois. Ils vivent dans un ancien corps de ferme qu'ils ont retapé, ils vivent avec un cochon, un chien, un chat. Ça parle aux gens, quoi. Un coq, ouais, mais c'est aussi particulier, tu vois. Et puis après, voilà, quand on décide d'annoncer leur signature, on fait un petit événement chez eux où on fait un Aerox fermier improvisé à base de tracteurs, de brouettes et de courir dans les champs et de wall ball dans une grange. Du coup en fait c'est et puis il y a le c'est pas tricher ça. Il y a le cochon qui traite, non c'est pas tricher et puis en fait du coup on s'est adapté aussi un peu à ce qu'ils fait eux et souvent en fait ils sont suivis pour ça, enfin alors je sais plus lequel des deux, je crois que c'est Mevena qui a tu sais une story à la une spéciale cochon, tu vois. Du coup t'as que les stories du cochon, c'est drôle, tu vois. Et c'est quelque chose de différent, c'est tu sais on cherche quand même des personnalités globalement chez Puma on essaye d'avoir des gens. La guideline pour les athlètes, c'est d'avoir des gens, oui, qui performent très bien, mais aussi des gens qui sont d'humeur un peu joviale, qui sont qui rigolent, qui aiment bien plaisanter, qui sont pas sérieux tout le temps. Avec la nouvelle tagline, c'est Go Wild, c'est un peu dans cette idée-là. Et puis même quand tu penses à Puma, la personnalité la plus citée en lien avec Puma, c'est évidemment Usain Bolt. Le mec, il aime bien plaisanter, quoi. Puis Giroud, Griezmann par exemple. Ils sont plus. Griezmann n'est plus. Mais il a été pendant très longtemps, quoi. Et puis même, regarde Mustapha Salmi, finalement. Tu vois, il est aussi. Il est hyper souriant, il est hyper jovial, etc. Et du coup, ça colle en fait à l'image de marque qu'on peut avoir, tu vois. Et donc, tu prends un peu tous ces paramètres-là, tu regardes qui est dispo aussi, parce que tu as peut-être des athlètes qui sont déjà sous contrat ailleurs, donc écoute, tu peux pas. Tu prends un peu tous ces facteurs-là et voilà, il y en a qui ont plus d'importance que d'autres. Moi, il faut que je m'entende bien avec eux. Et la communauté française de l'Aerox est quand même vraiment derrière Mevena et Quentin. Du coup, tu n'as pas à travailler contre ça, tu vois. Tu peux travailler avec. Du coup, tu peux exploiter ça en tant que marque pour l'image qu'ils ont déjà dans la communauté. En fait, finalement, tu fais que la renforcer ou l'amplifier. T'as pas besoin de la reshaper derrière, tu vois. Tu as déjà fait le travail, en vrai. Ok. C'est vrai. Ça se ressent peut-être pas encore dans les stats sur les réseaux sociaux, mais ça va peut-être arriver avec vous. C'est une de mes questions. Comment toi, t'aides les athlètes concrètement ? Alors, je pense qu'il y a quand même... il y a une partie chez Puma, et j'en ai assez conscience, c'est que ça te donne, en étant très humble, en toute
toute objectivité, on est troisième équipement entier mondial. Quand tu sponsorises un athlète, ça donne de la légitimité à cet athlète. Donc, on va peut-être les aider indirectement. Si tu as besoin d'être légitime sur ton sport et que du coup, tu es sponsorisé par Puma plutôt que par une marque un peu plus niche, du coup, ça va donner plus de visibilité, mais aussi peut-être de crédibilité pour aller ensuite décrocher d'autres sponsors. Ça peut les aider en tout cas. Ouais, ça peut, du coup, potentiellement, ça peut les aider. Tu vois. Même à l'échelle monde, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ils sont numéro 1 mondiaux et au final, c'est ça. Ils n'avaient peut-être pas la notoriété et la reconnaissance, tu vois. Oui. Donc, on peut les aider de ce côté-là. Ce qu'on aide, en fait, en leur apportant du financier, c'est... Alors, Irox, je pense, c'est pas assez mature pour que la plupart des athlètes arrêtent de travailler. Enfin, des athlètes sous contrat. Mais quant à Vena, ça leur permet potentiellement, nous plus les autres sponsors, en totalité, de travailler moins. Parce que finalement, à ce niveau-là, oui, ta prog, ton entraînement, c'est important. Mais on sait que le plus gros de la diff à aller chercher, c'est dans la récup. Et donc, du coup, moins tu travailles, plus tu peux récupérer. Après, écoute, moi, c'est de leur donner des produits, dès qu'ils ont besoin de quelque chose, de leur donner, de potentiellement de les impliquer dans le développement de futurs produits pour voir si on peut en fait le faire par rapport à leurs besoins à eux. Et puis, tu sais, les athlètes, quand ils se sentent écoutés, c'est toujours bien. Et c'est le cas, on les écoute et puis on prend leur feedback. Effectivement, de la visibilité, on peut leur apporter beaucoup de visibilité parce que quelque chose qu'on fait avec Puma aura forcément plus d'amplification. Et puis, je pense que sur Grand Palais, en fait, si tu es athlète d'un concurrent, t'as pas de zone VIP pour te reposer. Et donc, du coup, on peut apporter ça. Parce que, en fait, par exemple, aujourd'hui, est-ce qu'ils sont embêtés pour leur course à 17h40 d'aller sur Porte de Versailles trop tôt parce qu'il n'y a pas de zone VIP, parce qu'on a décidé de pas en faire cette fois. Et donc, du coup, ils sont connus maintenant. Donc, tu as toutes les sollicitations, l'impact sur ton système nerveux avant de course, etc. Donc, du coup, finalement, ils doivent aller au dernier moment et timer ça bien. Il ne faut pas aller trop tard, il ne faut pas aller trop tôt. Alors que si tu as une zone au calme, du coup, nous, on peut leur offrir ça. Mais si tu es athlète d'un concurrent, moi, je te laisse plus rentrer dans la zone, quoi. Enfin, ou pas rentrer dans la zone, ils ne sont jamais rentrés. J'ai même dû en sortir à Grand Palais. Mais, je me souviens. Et du coup, oui, parce qu'on est sponsor principal, on peut leur offrir ça, quoi. Parce qu'on décide de faire ça, et puis qu'il n'y a pas d'autre marque qui peut avoir ça. Donc du coup, ça fait partie aussi, et puis effectivement la visibilité. Et après, on en est encore au début, mais on a des projets en fait chez Puma Global de faire aussi des training camps entre athlètes, mais athlètes de tous les pays. Donc ça peut être intéressant aussi, tu vois, d'apprendre. Il y a combien d'athlètes au global ? Il doit y avoir entre 20 et 30. Je pourrais pas te dire exactement comme ça. Ok. Il y a une vingtaine, trentaine. Il y en a... Pas mal d'Allemands, pas mal d'Américains. Pas mal d'Allemands, pas mal d'Américains, beaucoup de British aussi. Des British, ouais. Beaucoup de British. Et puis des Français. Ouais. Il y a même un Sud-Coréen. Ok. Ouais. Et puis après, Australien aussi. Ça marche bien en Asie ? Ouais, ça commence à marcher, ouais. Ouais, ça Okay. commence à prendre. Après, c'est pas le même niveau qu'ici, mais ça commence à prendre, ouais. Ok. Ouais. Ok. Il y a un monde où ces athlètes-là, ils peuvent passer égérie au niveau mondial ? Quant à Vena, dans l'heure actuelle, non. Parce que du coup, pour l'instant, d'un point de vue global, l'objectif est de mettre en avant les élites 15. Pas d'élite 15 en double mixte. Mais ils sont quand même champions du monde. Donc ça, en tout cas, c'est vrai pour la saison 2025-2026. Pour avoir écouté des podcasts avec Mo et pour entendre des choses par-ci par-là. Donc Mo, un des cofondateurs de l'Irox. 2026-2027, ils réfléchissent à un format double mixte élite 15. Ça leur demande un peu de travail parce que ce qu'ils veulent pas, c'est une course où tu as une sprinteuse et un mec qui fait les stations. Du coup, ils cherchent à savoir comment est-ce qu'on peut équilibrer. Est-ce que en fait, l'équilibre doit être 50-50? Pas forcément. Moi, je pense pas forcément. Je pense qu'un 60-40, c'est OK. Et je pense qu'un 60-40 doit l'être sur... mais ça, c'est mon avis personnel, sur l'intégralité de la course. Pour moi, pas regarder le détail. Non, pas regarder le détail ou pas regarder au ski ou au farmer. Enfin... moi je pense qu'il y a des stations, c'est ok que lui il prenne un peu plus et
Et du coup, tu équilibres un peu plus sur d'autres où tu arrives à 50-50. Je pense. Hein. Ok. Ouais, donc il y a des règles qui sont en train d'arriver. Quoi. Voilà, double mixte Elite 15, oui, potentiellement, ils peuvent passer sur une égérie globale. Ouais. Ok. Ouais. Mais après, écoute, en étant très égoïste, est-ce que j'ai envie que ça se passe là, qu'il passe égérie globale? Parce que du coup, tu les perds. Bah ouais, c'est plus moi qui les gère en direct. Donc après, bon, on aura toujours une relation qu'on aura quand on se verra en France, etc. Mais du coup, c'est plus moi qui les emmène sur les événements, c'est plus moi qui fait des choses avec eux. Et puis du coup, j'apprécie aussi cette partie-là. Néanmoins, je suis assez rationnel pour, s'il y a la possibilité, je pousse, quoi. Ouais. Même si bon, ce sera un peu... Mais je leur souhaite beaucoup. Après, par contre, au moins, t'en es conscient de ton biais personnel, tu vois. Non, mais c'est un biais personnel. Et puis, à juste titre, tu vois, moi, je suis content, etc. Mais si passer égérie globale, c'est trop bien, en vrai. C'est trop bien. Et puis après, c'est pas pour autant que tu discutes pas avec les athlètes d'égérie globale et que tu les vois pas sur des événements. Par exemple, je sais pas, on a Faisal qui est le speaker d'Irox, qui est ambassadeur Puma UK. Tous les deux, on se parle beaucoup, quoi. Je parle aussi régulièrement à Linda Meyer, qui est du coup la championne en titre en solo woman Elite 15. On discute aussi régulièrement, alors que je suis pas dans son pays, elle est pas bien, et puis qu'elle vient de passer égérie globale, quoi. Ouais. Il va être midi, je sais qu'on a des rendez-vous après. Ouais. Je te pose 2 petites dernières questions. On vous a vu là récemment faire des tests du coup dans un lab en Allemagne avec Mevena et Quentin. Ouais. C'est toi qui proposes, c'est eux qui demandent. Comment ça s'organise? Est-ce que c'est toi, ça fait partie un peu des facilities que Puma peut mettre en place, du coup tu leur proposes ou c'est même dans leur contrat, tu vois comment ça s'articule un peu, vraiment la partie performance? Ouais. Du coup, leur contrat implique qu'il y a un certain nombre d'apparitions par an. Donc apparition, ça peut être chez un client ou comme ça son activation ailleurs, n'importe où, ou dans un laboratoire de test. Donc là, l'initiative, c'est qu'on a des tests à faire sur des tests produits. Donc là, en fait, c'est important d'impliquer les athlètes et d'impliquer en fait beaucoup d'athlètes différents avec des profils différents. Donc c'est leur cas. C'est leur cas. Les mêmes tests ont été passés par Ide Versma qui a fait 3e au dernier major en solo, par Johanna Witzkrieg qui a fait première au dernier major, seconde au global au World, par Faisal, par Quentin, par Alan. Là, si on prend que les gars, c'est 4 profils différents. Donc du coup, c'est intéressant aussi en termes de marque, si tu veux faire du développement produit, de voir en fait comment ça réagit sur les athlètes. Par exemple, il y avait un test de broad jump à faire et la laborantine, celle du lab, a dit que c'est Quentin qui a le plus long broad jump qu'elle ait vu. Je suis pas étonné. Ouais, parce qu'il saute très fort. Du coup, c'est intéressant, tu vois. Parce que est-ce qu'en fait la chaussure va aussi bien réagir quand tu fais des sauts très longs? Si c'est une chaussure. Donc là, dans ce cas-là, c'est utile de les avoir. C'est pas obligatoire parce que finalement on a assez d'athlètes. Oui, d'un point de vue scientifique, plus on a de tests, mieux c'est. Mais après, tu peux aussi te limiter. Écoute, t'as 3 athlètes, tant pis, tu vois. Mais par contre, c'est moi qui leur propose. Je leur propose et je leur dis, venez, il y a cette opportunité-là, etc., etc. Ça vous dit? Oui, non. Et si oui, on les emmène. Et après, en fait, on organise aussi tout leur transport et leur séjour sans compromettre leur performance. Parce qu'on est toujours dans un aspect performance. C'est-à-dire que là, ils viennent... je les emmène au lab en Allemagne. Ils passent par Strasbourg. Ouais. J'arrange leurs séances de sport. Les séances sont bookées dans les salles, etc. On fait ça. OK, on prévoit ton temps d'entraînement. Qu'est-ce que tu as à faire? Je leur demande en amont. Est-ce que c'est que du run? Est-ce que c'est du compromis? Est-ce que tu as besoin d'équipement Aerox? Et tout ça. Ou pour optimiser aussi, parce que on veut pas la faire sauter d'entraînement exprès, tu vois. Ouais. Il faut que ça les arrange aussi pour leur vie perso, etc. Alan, je dois être rentré le soir même parce que je récupère ma fille. Ouais, oui, c'est comme ça, on fait ça. Du coup, on les emmène au lab. Après, on a profité comme on était au lab parce que c'est des labs d'experts, en fait. C'est des podologues à la base avec qui on bosse beaucoup sur le développement chaussures
et qui sont aussi un magasin de running spécialiste et puis des podologues, etc. Ils ont beaucoup en fait d'outils de test. Je pense que ça doit être, ils sont uniques en Europe sur tout ce qu'ils peuvent faire. Donc on avait un peu de temps et là c'est intéressant en fait de parler avec les gens et de dire ok, Mevena elle a un petit bobo là, Quentin il a un petit bobo là. Ok, on vous fait passer le test P, on vous donne l'analyse, on vous envoie les exports en fait de vos data, on vous envoie les vidéos. Du coup on a tout. J'ai tout que j'ai transmis à Quentin et Mevena et donc du coup après. Ok, on a eu un diagnostic, bah maintenant je vais voir le kiné ou autre professionnel de santé que j'ai l'habitude de voir. Du coup, je lui montre des tests lab qui sont plutôt scientifiques, avec des vidéos, etc. Et puis il dit, ben voilà, la conclusion de cette personne, c'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Deuxième avis, troisième avis. Et donc, du coup, en fait, comme ça, si tu arrives à réparer des bobos grâce à ça, tu augmentes aussi l'aspect performance. Ouais, bien sûr. Voilà. Clairement, ouais. Ouais, c'est facile pour... d'autant plus pour eux, je pense, de trouver des très bons kinés ou des très bons ostéos. Ouais. C'est plus dur d'avoir la bonne data, le bon, la bonne mesure, le bon film et le bon angle de vue qui te permet de le voir, quoi. Ouais. Et puis, avec, enfin, t'avais des modélisations 3D du squelette de Mevena parce qu'on a mis plein de capteurs sur ses jambes et sur le bas du dos, tu vois. Enfin, du coup, tu voyais ses os bouger en live. Petite dernière question que je te pose. J'ai vu Alan qui a énormément progressé sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est ton initiative et est-ce que, tu vois, typiquement, Quentin et Mevena, ils vont aussi beaucoup investir là-dessus parce que y a un besoin, enfin, il y a un besoin de ta part, ou en tout cas, il y a un intérêt de ta part? Il y a un intérêt de ma part, c'est sûr, hein, que du coup, en fait, leur contenu, s'il est plus visible, ça veut dire que tu vois plus la marque Puma. Donc je répondrai plutôt positivement à ça. C'est pas mon initiative, c'est plutôt leur agent, Théo, qui les conseille beaucoup sur les réseaux sociaux et qui les pousse beaucoup en fait de ce côté-là. Donc ils ont tous les trois le même agent, donc Théo, et c'est plutôt son initiative et qui pousse bien. Après, je pense qu'ils ont tous les trois conscience en fait de l'importance de ça et qu'ils investissent tous les trois. Notamment Alan, il a longtemps été suivi par un camérawoman du coup. Pour justement faire des contenus pour sa chaîne YouTube, etc. Et puis ils essayent tous de travailler leur contenu, ils postent régulièrement, ils regardent quand est-ce qu'il faut poster, ils se font conseiller sur quand il faut poster, ils se font conseiller sur quoi il faut poster. Donc oui, c'est plutôt leur initiative et puis in fine part de leur job. Donc ça c'est globalement l'aspect positif. Après l'aspect négatif de ça, c'est que moi en tant que sponsor, j'ai pas envie qu'ils se transforment en influenceurs. Donc en fait c'est là où il faut trouver la limite. Si c'est une charge mentale pour toi de poster tous les jours. Moi, je te dis, en tant que sponsor, ne poste pas tous les jours. Je préfère ça, tu vois, parce qu'on les signe avant tout pour la perf. Donc, le fais pas. On a dans le contrat un certain nombre de posts par an, parce qu'il faut le mettre, parce qu'il faut qu'il y en ait, tu vois, parce que sinon, en fait, en gros, s'ils en font pas... trop de laxisme. S'ils en font pas, tu peux pas les dégager, en fait, en gros. Admettons, tu dis, tu postes jamais, on aimerait te sortir du contrat. S'il n'y a pas un nombre minimal, du coup, tu peux pas. Enfin, c'est juste des aspects juridiques. Ce chiffre est quand même volontairement bas parce que j'ai pas envie de les forcer. Si l'un d'entre eux vient et dit pendant une semaine je poste pas, moi, parce que j'ai besoin de prendre du recul, fine, là je suis d'accord. Tu vois, je veux pas en fait que ce soit à tout prix. Je veux pas qu'il faille absolument poster, que si c'est une charge mentale, t'arrêtes, que tu postes beaucoup sur YouTube. On parlait avant des femmes sur YouTube par exemple. Tu te prends plein de commentaires dégueulasses sur YouTube, ça te met en stress, etc. Arrête de poster sur YouTube. Enfin, au bout d'un moment, perf avant tout, et puis et les réseaux, c'est on top. T'es un peu le garant perf finalement, plus que le garant communication. Bah ouais. Tu profites de la com, mais. Ouais, mais après, en fait, s'il y a plus de perf, il y a plus de com, quoi. Voilà. S'il y a plus de perf, il y a plus de com. Non. Et moi, je préfère utiliser leur image. Après, on peut toujours utiliser leur image via Puma ou faire des trucs en fait ponctuels. Tu vois, où tu préviens l'avance, etc., etc. Et donc, du coup, tu arrives plus facilement à le gérer. Mais après, s'ils trouvent leur équilibre comme ça, et tant mieux, tu vois, ça nous donne plus de visibilité, je suis content. Mais faut pas que ce soit au détriment en fait, de tout le reste. Parce qu'ils ont déjà des vies bien chargées, qu'ils travaillent tous. Du coup, en fait, faut pas que ce soit... Trop. Ouais, je pense que c'est entraînement 1. Si tu veux être athlète, c'est entraînement 1, 2, c'est ton job, et 3, tu peux poster, quoi. Enfin, tu peux pas tout faire. Tu vois, parce qu'après, t'as besoin de récupérer, je le mets dans l'entraînement et scroller sur Insta, ça te fait pas récupérer. Hein. Enfin, c'est prouvé que non. Ouais, c'est prouvé que ton cerveau il
il se repose pas. Hein. Bah, ouais, et puis après, tu vas pas. Son système nerveux, il reste très élevé. Hein. Ouais, voilà. Et typiquement, tu vois, Activé, là, quoi. 2 jours avant une course, moi, je conseillerais de pas poster, de pas aller dessus, de libérer ta charge mentale, tu vois. Ah ouais, clairement. Ouais. Voilà. Bah, ouais, je suis d'accord. Bon, on pourra le faire. On va le faire dans une discussion. Toute dernière question, c'est qui le prochain athlète ou la prochaine personne que je dois aller voir? Intéressant alors, pour parler un petit peu soit business, soit ouais, côté athlète. Alors, je sais déjà que tu vois. Quentin et Mélena, Alan, bientôt. Mélena, évidemment, Alan et les autres. Alors, peut-être que je pourrais t'arranger. On a quelqu'un qui bosse au siège en Allemagne, qui s'appelle Jonathan, qui est designer produit. Ça peut m'intéresser, ça. Et donc, du coup, comme ça, je te dirais, qui fait beaucoup d'Aerox. Il sera à Paris, il fait solo pro jeudi soir. Il est très impliqué dans l'Aerox. Il y croit beaucoup. C'est un des gens qui pousse le plus la GPM en interne. Donc ça, c'est super. Et je pense qu'il y a peut-être des choses à dire sur le processus de comment tu conçois une chaussure, etc. Et puis, bah, je veux bien son numéro, choses, ouais. Je suis chaud. Voilà. Du coup, pour rester corporate et rester chez Puma, parce que du coup, les athlètes, c'est déjà bon, quoi. Yes. Bon, bah écoute, parfait. Merci beaucoup. Merci, Bart. Merci à vous. Si vous êtes encore là, bah, c'est que vous avez aimé l'épisode. N'hésitez pas à envoyer un petit mot à Clément pour le remercier, parce que c'est lui qui a fait tout le boulot. Moi, j'ai rien fait, j'ai juste posé mes questions. Si vraiment vous avez adoré, vous n'hésitez pas à partager cet épisode en story sur Instagram. Vous taguez Clément, vous taguez Rox Evolution, ça nous fera plaisir. Puis si vous n'êtes toujours pas abonné, fessez sans burpee, abonnez-vous tout de suite. On se retrouve à très vite. Ciao les athlètes.